comment on en arrive là? Comment on en arrive à devenir Hugo Gélin qui vient de produire un film de Daniel Auteuil et qui est un mec trop frais en fait. Donc on a pris l'argent que Canal nous donnait, tout. On a tout mis dans la série. C'est-à-dire qu'on s'est même pas payé, enfin rien. Dans quoi je me suis embarqué? Il va falloir que je trouve un acteur connu pour jouer mon premier court-métrage, c'est compliqué. Comment on fait? Et en fait, ce truc-là, c'est un truc que je leur dis tout le temps, mais déjà faites des films tout le temps. Faites des cours tout le temps. C'est trop bien. Juste, tu apprends comment à produire des trucs? Non, mais en gros, je sais pas... Hugo Gélin. Salut. Bienvenue. Eh ben, merci. On se connaît pas. Mais non. Mais par contre, on se connaît pas, mais le courant passe comme si on se connaissait très bien. J'adore. Ouais. J'adore cette ambiance. Bon, bah super sympa. Ouais. Tu es producteur, réalisateur, scénariste. Enfin, tu fais tout, en fait. Tout ce qu'on aurait envie de faire ou ce qu'on admire dans le cinéma, tu le fais et tu le fais à merveille. Non, alors ça c'est trop. J'écris des histoires, je les réalise, principalement. Ouais. Et depuis quelques temps, je les produis aussi de plus en plus. Ouais, mais tu produis d'autres trucs. En gros, c'est que des manières de raconter des histoires de manière cachée. Ouais. Voilà, parce que j'aurais pu être acteur, tu vois. Bien sûr. Enfin, pas du tout, mais j'aurais pu aussi choisir ça pour être dans la lumière. Moi, vraiment, l'idée, c'est de raconter des histoires avec des gens qui sont capables de les porter pour nous. Donc, que ce soit des acteurs, des actrices, ouais, ou que ce soit des metteurs en scène qui les portent, moi, c'est ça que j'aime bien. Charmé. Donc, ouais. T'as fait plein de films, dont Comme des frères, ouais. Mon Inconnu. Ouais. Mon Inconnu, énorme succès, on va en parler de ouf. Ok. Là, tu viens de produire un film, le film de Daniel Auteuil, oui. Le Fil. Oui. Donc, tu produis aussi pour les autres. Oui. Tu ne produis pas que tes propres films. Oui. Il est modeste. Maintenant, je produis plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ouais. Moi, j'ai monté ma boîte de prod juste pour être libre de faire mes films à moi. Ouais, ok. Au tout début. Parce que pendant 5 ans, entre, on va dire... 23 et 27, 28, tu vois. J'ai essayé de monter un film pendant 5 ans et que je n'ai pas monté. Entre 23 ? Ouais, non, je sais plus quel âge, mais oui, entre ces âges-là à peu près, pendant 5 ans. Ok. Et ouais, 23, ouais, c'est ça, 23, 28 à peu près. Ouais. Et j'ai essayé de monter un film, vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai fait 29 versions du scénario, enfin, tu vois. Waouh. Et un film que t'as écrit ? Que j'ai écrit, que je voulais réaliser, et j'avais un cast super, vraiment super, super. Et sauf le rôle principal qui était un inconnu, et l'idée c'était vraiment de mettre un inconnu dans le rôle principal. Ok. Et j'ai pas réussi à le faire à 1 mois et demi du tournage, alors que j'avais les chaînes et tout. Enfin, c'était compliqué. Mais et vraiment ça m'a cassé les jambes, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, j'aimerais comprendre et tout. Ouais. J'ai passé l'été dessus, j'ai bossé pendant 2 mois, j'ai fait autre chose, j'ai fait de la réal deuxième équipe pour d'autres réals pendant 2 mois pour penser à autre chose. Et quand je suis revenu, j'ai relu le scénario et je me suis rendu compte des problèmes qu'avait mon scénario en fait, et que ça venait forcément de moi le problème et pas des autres, même si j'y avais passé autant de temps. Parce que le problème, c'était quoi exactement qu'on t'avait dit? Et en fait, quand je l'ai analysé, au final, c'est que j'ai compris pourquoi les gens n'arrivaient pas à se projeter complètement dans le film, même s'il avait plein de trucs très cool. C'est que j'essayais de faire trop de films en un. Et je voulais trop montrer que je voulais faire des films en fait. Et que j'aimais plein de genres de films différents. Ouais. Donc du coup, je me suis rendu compte que dans ce premier scénario que je n'ai pas fait, il y avait un peu les ébauches de tous les films que j'ai fait après. C'est-à-dire qu'il y avait tout autant une histoire d'amour qu'un film de potes, qu'un film à énorme pitch, qu'un film référencé à mort avec avec un énorme twist à la fin. En fait, il y avait trop de choses. Ça mélangeait trop de genres. C'était un peu parodique aussi. En fait, et je comprends qu'au final, on se dise, mais attends, c'est quoi le film? Ouais, bah grave. Donc, et je comprends, moi, personnellement, en tant que spectatrice de ton histoire, enfin, auditrice de ton histoire, que un premier projet, t'as envie effectivement de mettre tout dedans, puisque le cinéma, c'est quand même un métier de passion, de rêve. Bon, c'est un métier extrêmement technique aussi et très concret en réalité, mais c'est vrai que c'est ton premier film, t'as envie de tout mettre dedans, je te capte. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le défaut des premiers films souvent. Et j'ai eu la chance de pas le faire quelque part. Alors j'étais au bout de ma vie, mais j'ai analysé le truc, je l'ai lu, je me suis dit c'est forcément de ma faute, c'est pas de la faute des autres. C'est pas de la faute des producteurs qui ont pas eu de cran, c'est pas la faute des distributeurs qui ont pas compris, qui ont mal lu. Non, c'est forcément de ma faute, donc faut comprendre en fait. Et quand j'ai compris ça, j'ai monté une société de production à ce moment-là, une petite société de production vraiment qui était juste là pour développer 3 films. Et en fait, j'ai commencé à écrire 3 films en même temps avec des scénaristes différents. Les films que... Et il y avait déjà Comme des frères, il y avait déjà Mon Inconnu. Ok. Mais je les ai commencés en même temps.
Et il y avait un autre film qui était en langue anglaise, que j'ai d'ailleurs écrit avec Igor. Et Igor Gottesman, pardon. On va en parler. Et en fait, j'ai commencé à écrire les 3 en même temps, et comme ça, je me sentais pas... quand je faisais un sujet, j'étais concentré sur ce sujet. J'essayais pas d'y mettre tout ce que j'avais envie. J'étais un peu un chien fou. Parce qu'en fait, ce qui a fait que tu n'as pas pu faire le film, c'est quoi? C'est la prod qui t'a lâché au dernier moment? Non, c'est les distribs. Non, parce que la prod, ils voulaient encore, ils y croyaient, ils disaient, viens, on change le rôle principal, viens, on va y arriver. Bon. Et moi, j'ai dit, en fait, on arrête tout. Je suis arrivé au bout de ce truc-là. Et en fait, c'est peut-être pas grave, on verra. Et quand j'ai repris à la rentrée, que j'ai créé cette petite structure et que j'ai commencé à écrire mes 3 scénarios en même temps, avec des scénaristes différents, ce qui fait que je pouvais travailler avec l'un, puis avec l'autre. En fait, ça nourrissait, chaque histoire nourrissait l'une et l'autre. Bah, j'ai trouvé l'équilibre, en fait. C'est ce qui m'a permis de raconter pleinement une histoire. Et pas d'essayer d'en mettre plein partout. Donc, et te dire que parfois il y a des projets qui se font pas et que c'est fait pour une raison aussi, et il faut prendre du recul et un peu d'humilité pour se dire ok, en fait je vois les défauts du truc, obligé d'être humble. Mais c'est une bonne leçon et j'apprends de ça pour être meilleur après, quoi. Oui, je me suis dit bon bah je sais pas, je vais essayer de comprendre, en fait, juste voilà, de comprendre. Peut-être que j'aurais pas compris, il y a des gens qui, enfin tu vois, peut-être que je me serais dit j'ai pas compris, et là je me suis dit c'est sans doute ça le problème, donc je vais écrire des histoires différentes en même temps, comme ça je vais pas essayer de tout mettre dans le même film et ça va devenir un espèce de pot pourri de plein d'idées. Voilà. Et donc j'ai commencé à écrire Comme des frères à ce moment-là, et j'ai commencé à écrire Mon Inconnu à ce moment-là aussi, et un 3e film. Et voilà. Et en fait, après, très rapidement, au bout de 6 mois, 7-8 mois, il y a un film qui prend le dessus, où tu te rends compte que c'est celui-là qui a plus la saveur d'un premier film, qui a plus la couleur d'un premier film, qui a plus le budget d'un premier film. Et tu fais le choix d'en privilégier un au début. Et c'est Comme des frères. Et c'était Comme des frères à ce moment-là, ouais. J'adore ce film. Ah, merci. C'est vraiment le film français qu'on aime, qu'on adore, quoi. Il y a tout dedans. Écoute, et puis ce film-là était hyper perso au final, parce que moi j'avais vraiment une amitié avec j'avais à peu près 30 piges, et j'avais une amitié vraiment très forte avec un mec de 40 et un mec de 20. Ouais. Et en fait, c'est assez étrange, parce que c'est vrai que tous les films de potes sont souvent des films sur des trentenaires ensemble, sur des jeunes ensemble, ou des quadras ensemble. De toute façon, même les gens n'ont pas vraiment de relations amicales transgénérationnelles comme ça dans la vie. Et moi, je me suis rendu compte que c'était assez étonnant, la mienne. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça change un peu. Ça permet de parler de l'amitié d'une autre manière, de s'amuser avec les 3 générations, d'avoir plein de vannes qui peuvent arriver aussi, parce que tu peux t'amuser avec ça. Et en fait, je pensais à quelqu'un pour jouer le rôle du mec de 30 ans, donc le mec le plus proche de moi. Et c'était un ami à moi. Et en fait, il a eu un accident. C'était un acteur qui s'appelait Jocelyn Quivrin. Bien sûr. Et il a eu un accident pendant que j'écrivais. Waouh. Et donc, j'ai décidé de parler de la perte d'un ami. Et du coup, c'est comme ça, alors que j'étais en train de construire le film sur cette amitié à 3 personnages, que j'ai raconté l'histoire de cette fille. Ça m'intéressait de raconter une amitié avec une femme. Et c'est pour ça que j'ai parlé du deuil, en fait. C'est pour ça que le film parle du deuil, en fait, alors que c'est une full comédie, quoi. Ouais. Donc voilà. Et il fait combien d'entrées, ce film? Il fait 300 000, je crois. Ouais. 300 et quelques. C'est trop bien. Donc, c'est pas assez. Pour l'époque, moi, je trouve, c'est pas assez. Donc, mais c'est très... Le film est aimé, le film est adoré. Donc ça fait plaisir. Ah ouais, donc Jocelyn, donc ça, tu vois, je savais pas du tout. Ouais, que c'était lié aussi à cette histoire-là, à cette perte, cette disparition, et pour le cinéma français, et pour, forcément, son entourage. C'était un de mes amis proches, ouais. Et donc, du coup... et donc, tu mets... j'allais dire que tu mets de toi dans tes films, évidemment, c'est évident. Oui. Mais ça peut, en fait, tu peux être à un stade d'un film, ou en tout cas au stade d'écriture d'un film, et un événement se passe dans ta vie et tu mets ça dedans, quoi. Bah là, il se trouve que ça, c'est étrange quand même. Enfin, c'est très perturbant même. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le fond du film. C'est ça qu'on va raconter. C'est ça qui va lier ces gens-là. C'est cette amitié avec cette 4e personne qui va lier ces 3 mecs. Donc, moi, j'avais connu pas mal de deuil, moi, dans ma famille. Hein. Moi, je suis abonné au délire. Ouais. Très jeune. Mais la perte d'un ami, c'était vraiment la première fois et c'était vraiment très particulier. C'est vraiment encore autre chose. Et du coup, je trouvais ça intéressant de parler de ça. Donc voilà. Et donc, le film reste un film très joyeux, très gai. Carrément. Comédie, vendu comme une comédie, tout ça. Mais ça raconte quand même l'histoire de quelqu'un qui part. Ok.
Bah, j'adore cette introduction sur toi, mais de toute façon, ce podcast, on va parler comme ça va être très décousu. Et après, je remettrai bien tout dans l'ordre. Mais en tout cas, je suis hyper contente de te recevoir parce que t'as un profil, j'ai envie de dire atypique, mais pour moi, parce que moi, dans ma vie, j'ai envie de raconter des histoires. Je sais pas, je les raconte, donc je sais sous quelle forme actuellement, mais il y aura peut-être d'autres formes un jour. Et je trouve que ton profil est très intéressant. Donc, t'es producteur, réalisateur, scénariste. Tu produis pour d'autres. Tu réalises tes propres films. Tu écris même pour d'autres. Ouais. Donc, en fait, t'as un profil de créateur d'images genre extrêmement complet. Et j'adore ça. Et je trouve que vous êtes rare à avoir tous ces attributs. En tout cas, il y a peu de gens comme toi, en fait, dans le cinéma français, je trouve. Mais c'est un kiff de t'avoir. Donc j'adore. C'est bon, toi, tu le prends. Et comme ça, tu dormiras bien ce soir. Donc j'ai envie de parler de ta carrière, d'où tu viens aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, plein de jeunes qui sont en école de ciné ou pas du tout et qui veulent faire du cinéma et qui regardent tes films, qui t'adorent, etc. Et je veux savoir comment on en arrive là. Comment on en arrive à devenir Hugo Gélin qui vient de produire un film de Daniel Auteuil et qui est un mec trop frais, en fait. Voilà. Daniel Auteuil Toi, je parle de toi, évidemment. Mais et Daniel Auteuil aussi, bien entendu. Mais donc voilà, donc ma première question, ça va être... d'où ça vient? Non, c'est d'où tu viens. Quel est ton background? Moi, je viens d'une famille de gens qui ont fait du cinéma dans les années 50. Mes grands-parents étaient acteurs des années 50. Donc vraiment l'après-guerre. Et une période très particulière du cinéma français, en plus. Et à la fin des années 50, un peu après, à la fin des années 60, il y a eu en plus la nouvelle vague. Donc moi, mes grands-parents ont fait partie des acteurs qui ont été balayés par la nouvelle vague après. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant. Et après, ils sont revenus d'une autre manière. Mais donc moi, j'ai connu une enfance hyper joyeuse, hyper passionnée de gens qui étaient fous de cinoche, fous de culture, vraiment de culture de manière générale, théâtre, cinéma, littérature. Et en gros, j'ai baigné avec des gens qui étaient très très amoureux de la culture et curieux de tout le monde et curieux de tout le temps, sans m'en rendre compte vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'était mes grands-parents, tu vois, il y a un petit step au-dessus. Pas mal de gens étaient acteurs dans ma famille, mais mes grands-parents étaient vraiment des acteurs connus des années 50. Mon grand-père, il a tourné avec Hitchcock, avec Max Ophuls, avec ma grand-mère, a tourné avec Duvivier, avec tous les plus grands de l'époque. Donc c'était vraiment des stars de l'époque, quoi. Vraiment. En plus, ils étaient couples dans la vie, enfin, il y avait tout un délire. Et, ah oui, deux vedettes ensemble, quoi. Ah ouais, énorme. Moi, ça, je l'ai su vachement rétrospectivement après. D'accord. Moi, c'était juste mes grands-parents. Bien sûr. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai baigné. Beaucoup de gens de ma famille ont disparu assez tôt. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte dans quel univers j'avais baigné avant. Et tes parents, ils faisaient pas de ciné? Mon père faisait du cinéma, mais il était distributeur et producteur. Et il a été acteur jeune. Il a été acteur jeune dans des films. Il jouait par exemple le gendre de De Funès dans Rabbi Jacob. Quand même. Excellent. Donc, genre, voilà, on est quand même sur des délires. Mais ça, il a été acteur que jeune dans sa carrière. Puis après, il est devenu très vite producteur. Donc moi, évidemment, 2 fois par an à l'école, j'avais le droit aux vannes sur mon père qui jouait dans Rabbi Jacob, le mari de Miu Miu. Voilà. Et donc bref. Et donc voilà. Donc moi, dans ma famille, il y avait des gens qui faisaient du cinéma, quand même, on va dire. Les autres personnes de ma famille étaient dans le monde de la musique classique ou de la peinture, enfin voilà, ou de la photographie. Donc tu baignes quand même dans un environnement de culture artistique, en fait. À Paris? Moi, à Paris. Je suis né à Paris. Ouais, full parisien, né dans le centre, vivant dans le centre, enfin voilà, vraiment parisien. Mais je m'en suis rendu compte un peu a posteriori. C'est ça qui est étonnant, c'est que moi j'aimais mes grands-parents, j'aimais ma famille, tout ça me faisait rigoler, mais je m'en foutais un peu. Mais très vite, j'ai eu envie de faire des films, donc de voir beaucoup de films. Je voyais énormément de films. Moi, à l'âge de 11-12 ans, je commençais à faire des films. Ah ouais. C'est-à-dire que ton père t'avait acheté un caméscope et tu t'écrivais des trucs. Ils avaient eux un caméscope. C'était l'époque des caméscopes. Donc bien sûr. C'était un peu la mode, tout le monde achetait des caméscopes. Ça commençait à se démocratiser.
Et là, moi, j'ai commencé à vouloir raconter des histoires, quoi. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étais avec mon meilleur pote qui s'appelle Ruben Alves, qui est réalisateur maintenant aussi, qui lui était mon ami vraiment depuis la maternelle, c'est comme mon frère pour le coup. Ouais. Et lui, il venait pas du tout de ce monde-là. Lui, il était d'origine portugaise, il vivait dans une loge de concierge, enfin, voilà. Et moi, j'étais un peu le fils de Bourges dans le même quartier, quoi. Quand même, c'était un peu ça. Mais j'ai grandi avec lui, c'est mon ami de toujours. Et en fait, lui, il m'a suivi dans ce délire. Okay. Et donc, en fait, et donc Ruben, je l'ai embarqué avec moi et vers 11-12 ans, on commençait. Moi, j'écrivais toute l'année, j'écrivais des histoires, des scripts, l'année scolaire. Et pendant les vacances scolaires, je lui disais, viens, on va à la campagne et on tourne les films. En fait. Bah ouais. Et donc, on était que tous les deux. Lui, il voulait être acteur. Et donc, même s'il y avait 30 personnages, c'est pas grave, on les jouait tous les deux tout. Ah ouais? Donc c'était un exercice hyper compliqué. Ah génial, c'est vrai. Et c'était des films très série Z, donc des films d'horreur, des films oui, qu'on aime à cet âge-là. Des films sur quoi? Parce que moi, je partage un peu ça. C'est-à-dire quand j'étais enfant, donc pareil, 12 ans, jusqu'à 15 ans, 18 ans, genre ça, j'écrivais des trucs. Et je les jouais et je faisais jouer évidemment ma famille, mon frère, mon cousin, les potes de mon frère, machin. Ouais. Par contre, moi, c'était tout le temps le même scénario à l'infini. C'était un braquage de banque. Tout le temps. Voilà. Il y avait, c'était ce truc et je voulais vraiment le peaufiner de version en version, tu vois. Voilà. Ah, ça, c'est drôle. Ok, toi, c'était plus film d'horreur, d'épouvante. Non, c'était des films de débiles, un peu, de meurtre, c'était l'histoire d'une femme complètement débile qui ne se rendait pas compte que tous les gens autour d'elle voulaient la tuer. Enfin, c'était vraiment débile. Enfin, vraiment, c'était vraiment très bête. Mais on y mettait énormément de sérieux. C'est-à-dire que moi, j'écrivais durant l'année quand même. Ouais. Là, ça me prenait du temps. C'était des vrais films, hein. Ça durait 40, 50, 60 minutes. Il y en a un qui dure 1h30. Ouais, c'était des vrais films. Ok, d'accord. Et après, j'écrivais les scènes en fonction des musiques de films que j'adorais. Donc, par exemple, Mission Impossible venait de sortir au cinéma. J'achetais le disque. Je copiais-collais chaque seconde, chaque minutage du disque. Et je tournais en fonction de ça. C'est-à-dire que je disais, il faut que ce plan dure tant de secondes pour que ça tombe pile poil sur ce moment de la musique. Enfin, je faisais à l'inverse, en fait. Et après, on tournait ça durant l'été pendant les vacances. Et après, je montais ça. Et c'est là où le fait d'avoir des parents dans ce métier m'a aidé. C'est qu'ils avaient une table de montage un peu, pas pro, parce que c'était quand même des petites cassettes, mais qui permettaient de monter, de copier-coller, en fait. Ouais. Et ça me prenait... oui, donc tu montais pas sur iMovie, quoi. Tu montais vraiment... mais il y avait pas ça. Non, il y avait pas ça. Ouais. Mais j'avais des cassettes que je pouvais copier sur d'autres cassettes vierges et donc je copiais pile poil, fallait couper au bon moment. Enfin, c'est un vrai petit délire. C'est du montage, un exercice vraiment à la découpe comme à l'ancienne. Voilà. Ok, énorme. Mais donc ça me mettait un temps fou. Quand je ratais, j'étais obligé de reprendre une cassette vierge pour recommencer, sinon ça perdait en qualité. Enfin, c'était vraiment un enfer. Mais ça m'a appris énormément de choses en fait. Ça m'a appris à raconter une histoire, en fait, de me rendre compte que ça marche pas. Et après, je me souviens, c'est trop bien. Je prenais toutes les photos qu'on avait fait sur le plateau, enfin là à la campagne, tu vois. Je dis le plateau, mais bon, il n'y avait pas de plateau, mais bon, tu vois, c'était une caméra comme ça, un pied. Et en fait, je faisais une affiche. On faisait des titres avec Ruben et tout machin. Et après, on faisait des invitations à des premières. Enfin, genre, vraiment, on imitait tout le processus de A à Z. Non, parce que... Enfin, des avant-premières. C'était dans notre salon et au début, il y avait 10 personnes et puis... on a fait une saga comme ça, on a fait une saga ce personnage-là qui a fait 5 épisodes, je crois. Chaque année, il y en avait un. Et en fait, le 5e, on était 40 ou 50 à la maison, quoi. Donc, c'est assez marrant. C'est énorme. Donc, en fait, j'ai joué à faire ce métier pendant quelques années. De 12 à... Ouais, à l'âge où j'ai commencé à en faire pour de vrai, parce qu'à 16 ans, j'ai fait des stages sur des films, sur des séries télé. Ouais. Genre des séries télé France 2, où j'étais stagiaire régie. Vraiment, j'arrivais à 4h du matin et je repartais à 4h du matin. Et vraiment, tu t'en chies vraiment. Mais c'était super parce que j'ai appris ce métier, quoi. Et j'ai essayé de le faire le plus vite possible pour aller sur le plateau et voir comment les gens faisaient, quoi. Oui. C'est génial. Donc voilà. Et donc, t'es un vrai mec qui, depuis genre toujours, veut faire ça, fait ça. Ouais. Ok. Et veut raconter des histoires en les filmant. Je sais pas comment te dire, je sais pas pourquoi. Hein. Et ça m'a plu, et ça m'excitait, et ça m'amusait, et la technique m'éclatait.
Et puis après, surtout, je me suis rendu compte de ce qui marchait, des trucs qui faisaient rire, des trucs qui faisaient pas rire, des trucs qui marchaient pas du tout, des trucs qui étaient de toute façon, quand tu fais un truc depuis que t'as 12 ans, enfin, tu vois, c'est que t'as plus fait de cinéma mes classes, en fait, que ouais, de je vie les ai où t'avais fait pas tout de seul. cinéma dans ta vie, quoi. Ouais. Tu vois, donc... Et après, je me souviens pour le bac, j'avais demandé à... Ça m'avait vénère. J'étais dans un lycée général, classique, tu vois, public. Et en fait, j'avais demandé à passer le bac ciné aussi. Mais moi, je demandais juste à le passer en plus. Tu peux le faire en plus. Et on m'a dit pas de souci, donc je me suis renseigné sur les lycées qui acceptaient de me recevoir comme non, t'as le droit de le passer en auditeur libre, mais il faut quand même suivre des cours, parce que sinon c'est pas. Oui, il y a des lycées en France où il y a une option cinéma. Voilà. Exactement. Moi, j'étais pas dans un lycée comme ça, mais je voulais le faire quand même en plus. T'étais où au lycée d'ailleurs? Moi, j'étais dans le 16e, dans un grand lycée qui s'appelle Janson de Sailly. Ouais. J'habitais pas du tout par là-bas, mais bon, j'étais là-bas. D'accord. Et t'habitais pas par là-bas? Non, pas du tout. Mais tu étais quand même là-bas? Ouais, mes parents ont voulu que j'aille là-bas. Je sais pas pourquoi. Ouais, Janson de Sailly, c'est ouais. Je sais pas pourquoi. Bref. Et donc j'étais là-bas. Bon, ça s'est très bien passé, public, machin. Et en fait, j'ai demandé au lycée, je sais plus quel lycée, il était hyper loin, dans le fin fond du 13e, je crois, ou du 15e, je sais plus, de suivre les cours de cinéma, tu vois. Donc je me souviens, j'avais fait une demande officielle pour suivre les cours. Le lycée avait accepté et les profs ont refusé. Les profs ont refusé? Et les profs ont refusé et j'ai trouvé ça trop injuste. Bah, grave. Et je me suis dit, mais les gars, moi je demande juste à suivre le cours en fait. Je demande juste à être dans le fond et écouter en fait. Et ils ont refusé. Bon, sans doute pour des raisons de quota d'élèves, j'en sais rien, peu importe. Ouais, ils ont refusé. Et donc du coup, j'ai décidé de passer le bac ciné seul. Donc j'ai pris les textes dans le... Les annales? Non, pas dans les annales, il n'y a pas d'annales de ciné. Okay. Non, au rectorat. Ouais. Tu vois, vraiment, genre, je suis allé demander au rectorat de Versailles, je sais pas quoi, c'est quoi les textes officiels pour passer le bac en auditeur libre, en fait, auditeur, on dit pas auditeur, enfin... Candidat libre. Et j'ai vu les textes, et donc en fait, je me suis basé sur les textes pour essayer de faire mon truc. Et donc dans les textes, il y avait fallait présenter un film, un court-métrage que tu faisais dans l'année dans ces fameux collèges, lycées de cinéma. Et il fallait préparer un énorme dossier sur un thème. Et je l'ai fait, mais comme un ouf. Bah ouais. C'était quoi le thème? Moi, c'était le burlesque. Ok. J'ai bossé sur le burlesque au cinéma, du muet à aujourd'hui. Et donc j'ai adoré faire ça, donc beaucoup la comédie quand même. J'ai énormément étudié la comédie durant cette année-là. Et j'ai présenté un des films que j'avais fait avec mon pote Ruben quand même. Parce que j'ai pas fait de cours moi. Bah oui. Donc j'ai présenté un film comme ça. Et donc je me souviens pendant l'entretien, parce que t'es auditionné et tout, j'accélérais parce que le truc fait 1 heure. Tu vois, et eux ils me disaient mais attendez, ça dure combien de temps votre truc? Et je disais non mais pardon, et j'accélérais le truc, tu vois. Et les mecs étaient morts de rire. Bon bref. Bah oui, c'est génial. Et bon, j'ai eu une super note et tout parce qu'ils ont vu la démarche, voilà. Les profs de ciné, c'est des mecs, des techniciens, des gens qui bossent dans le ciné. Sans doute, je sais pas qui c'était, tu vois. C'est des mecs que j'ai vus pendant 2 heures en fait. Et t'as eu combien? J'ai eu 18. 18? Mais bon, je pense que les gens qui font l'option ciné, ils ont tous des bonnes notes parce que c'est des gens qui sont passionnés, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'étais content d'être allé au bout, quoi, tu vois. Génial. Et après, mon père m'a dit, si tu veux apprendre le cinéma, faut que tu ailles aux États-Unis. Oh. Si tu restes en France, tu vas être un peu enfermé. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire des films français, hein, pas du tout. Mais c'est bien si tu vois les autres comment ils font. Bien sûr. Et moi, j'avais une énorme culture de cinéma américain. Grosse culture de cinéma français, bien sûr. Années 60, années 70, années 80 à mort. Mais grosse culture américaine aussi, quand même. Spielberg, Zemeckis. Et donc, j'étais très chaud. Et donc, je suis parti passer le concours de UCLA Extension, qui est une partie du UCLA dans le campus de UCLA à Los Angeles, qui est fou. Mec, c'est ouf parce que, en fait, t'as fait tous les trucs que je voulais faire, mais tu les as fait à fond, toi. Non, c'est-à-dire que pareil, je réalisais des petits films quand j'étais jeune. Je voulais faire l'option cinéma dans un lycée parisien. Moi, j'habitais en banlieue, donc c'était un peu trop loin, ouais. Bah, je l'ai pas fait non plus. Et pareil, UCLA, je m'étais méga renseignée parce que UCLA, c'est l'université de Los Angeles, en gros. Californie, Los Angeles. C'est ça. Et bon, bah, là, oui, t'apprends le cinéma à fond, quoi. Bah, en fait, UCLA Extension, ça a été créé par Coppola, Lucas et Scorsese. Et en fait, tes profs sont des gens qui travaillent à Hollywood. Et c'est assez fou ce cursus scolaire, et j'invite tous les gens qui ont envie d'essayer de tenter le coup. Moi, je l'ai pas fait. Je vais te raconter pourquoi au final. Mais en gros, t'as un énorme dossier, un énorme manuel avec tous les cours dispensés. C'est un truc de fou. Et chaque cours te fait gagner des étoiles.
C'est vraiment les Américains, quoi. Chaque cours a un prix, aussi, évidemment. Et en fait, tu choisis les cours que tu veux. Donc, si tu veux travailler à côté, tu peux. Il n'y a pas d'âge. Il faut juste avoir le bac et passer un concours d'entrée. Ok. Et tu peux avoir 50 ans, si tu veux aussi. C'est génial. Tu peux te mettre à travailler le cinéma à 50 ans aussi, ce qui est intelligent aussi, en vrai. Bah oui. Et en gros, tu construis ton année comme tu le souhaites. Et ce qui compte, c'est qu'à la fin de ton cursus scolaire, que tu l'aies fait en 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, ils s'en foutent. Tu as le diplôme si tu as un nombre d'étoiles. Énorme. Et en fait, à toi de t'organiser comme tu veux. Si tu as envie de le faire en 6 mois intensif et faire que ça, tu peux. Ok. Donc c'est assez cool, franchement, et c'est intelligent parce que les gens peuvent travailler du coup pour se payer leurs études. Enfin, c'est vraiment bien. Et moi, donc, je suis parti là-bas, j'ai passé le concours. J'ai visité les structures, enfin, c'était fou. Et j'ai eu le concours. Oui, c'est une ville, hein, UCLA. C'est une ville entière, hein, vraiment. Tu rentres dans une ville, t'as des supermarchés, enfin, c'est complètement dingue. T'as des stations essence. Tu peux visiter l'école, même si t'es tu peux te balader touriste, quoi. Ouais, absolument. Ils acceptent ça. Ouais. Tu peux acheter des suites si tu veux aussi. Ouais, exactement. Enfin, t'es encouragé à acheter des suites. Mais voilà. Et donc, en gros, bon, moi, c'était le rêve américain vraiment dans ma tête. Et donc, je suis rentré à Paris parce que pour m'organiser pendant toute l'année en France, où j'ai fait 1 an de fac de cinéma. Et mon but, c'était en juillet ou août suivant y aller, quoi. Donc, j'ai passé toute l'année en France, à Paris. J'ai fait un peu de fac et tout. Fac de ciné? De fac de ciné et anglais. Et en fait, en gros, pendant l'année scolaire, j'écrivais un court-métrage en parallèle, tu vois. Mais là, un vrai court-métrage. Ok. Là. Mon premier court-métrage. Oui, mais tu savais pas comment écrire. Tu ne savais pas comment écrire, en fait, à ce moment-là. Ouais. Mais j'écrivais. Ok. Voilà. Et en gros, j'avais mon permis, mon équivalence de permis américain. J'avais mon compte en banque aux États-Unis. Enfin, tu vois, j'étais accueilli là-bas chez quelqu'un et tout. Et en fait, il s'est passé un drame dans ma famille. Mon papa est tombé malade. Il est tombé malade et il nous a quittés 4 mois après à peine. Waouh. Donc en fait, c'était à 50 ans, enfin bon, 53 ans. Donc en gros, c'était pas du tout prévu. C'est rarement prévu, mais là, pas du tout. Okay. Et en fait, en juillet, j'ai décidé de ne pas partir et je suis resté avec ma maman et ma sœur. Et en décembre, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Donc en fait, ma vie a changé ce jour-là. C'est-à-dire que je devais partir. À mon avis, il y avait de grandes chances que j'y reste aux États-Unis parce que ça me correspond. Je sais pas, peut-être que j'aurais détesté au final, mais j'aime y aller, j'aime beaucoup plein de choses de leur culture californienne. Je comprends. Et ça se trouve, j'aurais adoré. Enfin, je me serais fait une vie là-bas, j'aurais eu des amis, j'aurais rencontré des gens. Est-ce que je serais pas resté? J'en sais rien, en fait. Ouais. Et ça m'a d'ailleurs pas mal inspiré mon inconnu. Le changement de vie, comme ça, le choix de vie. Bref. Et donc, je suis resté à Paris et j'ai monté mon premier court-métrage et j'ai tourné à 19 ans. Donc, j'avais 19 ans. Et j'ai tourné en décembre mon premier court-métrage. Et c'était quoi ce court-métrage? Tu parlais de quoi? Alors en fait, mon premier court-métrage, j'ai eu une chance folle. C'est que... Alors, je sais pas pourquoi j'ai écrit un court-métrage sur l'histoire d'un vieux monsieur. Je sais pas pourquoi. D'habitude, on écrit des choses sur nous. Là, j'ai écrit un truc sur un vieux monsieur. Donc, je me suis rendu compte, après l'avoir écrit, que c'était un peu bête parce que forcément, les vieux acteurs sont très connus. Sinon, ils sont peut-être pas si bons. Enfin, en tout cas, ils ont eu toute leur carrière pour prouver, pour essayer de prouver. Donc, en fait, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Il va falloir que je trouve un acteur connu pour jouer mon premier court-métrage. C'est compliqué. Bon. Et donc, j'ai essayé Michel Bouquet. Ouais. Qui, je sais plus comment j'ai eu ses coordonnées. Que j'ai eu au téléphone et qui a été extrêmement élégant en me disant qu'il voulait pas le faire parce qu'il était au théâtre et que quand il était au théâtre, Michel Bouquet refusait de tourner quoi que ce soit. D'accord. Donc bon, c'était peut-être une façon élégante de me dire qu'il avait pas aimé, mais en tout cas c'était hyper chic, hyper élégant. En vrai, sur un malentendu, un grand acteur peut accepter un petit film si t'arrives à le convaincre avec une raison peut-être même inventée. Mais... Ouais, là j'ai eu une chance de fou en fait, c'est qu'en gros j'ai tenté Jean Rochefort après. Wow. Et donc j'ai trouvé son numéro et Jean Rochefort, je l'ai eu au téléphone. Donc là j'ai une voix très aiguë, donc t'imagines à 19 ans. Vraiment, c'était vraiment la petite voix comme ça. Et en gros, j'ai dit bonjour Jean, voilà, j'aimerais beaucoup vous proposer mon court-métrage, avec beaucoup de naïveté. Et il m'a dit en gros, écoute, j'en reçois un par semaine, j'en ai pas fait un de ma carrière, mais envoie toujours. Voilà, je me suis dit ok, c'est mort de chez mort. Et j'ai envoyé désespérément comme ça. Et j'avais pas de nouvelles.
Donc en plus, bon, c'était dur parce que j'avais pas de nouvelles de Rochefort. Et Rochefort, en plus, cette époque-là, c'était 99. Tu vois, c'est l'année où il a eu son César d'honneur. Wow. Donc en plus, où il revenait comme étant le gars que tout le monde aimait, quoi. Et en fait, j'ai osé le rappeler 10 jours après. Ouais. C'est moi qui l'ai rappelé, ce qui est horrible. Parce que vraiment, c'est allô? Bon, bah, c'est non, j'imagine. Bon. Et je me souviens que j'ai mis la journée entière à le rappeler. Bah non, genre j'étais dans ma chambre, je tournais, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais lui dire et tout, j'ai stressé. Et j'ai rappelé Jean Rochefort et il m'a dit écoute, donnons-nous rendez-vous, j'aimerais bien t'en parler, donnons-nous rendez-vous. Et donc mon premier rendez-vous de cinéma c'était avec Jean Rochefort. C'est énorme. Et il me donne rendez-vous au Fouquet's. Bien sûr. Non mais évidemment. Il me dit voyons-nous au Fouquet's avec sa voix de fou et que je fais mal. Bien sûr. Et il me dit, et donc je mets une chemise et tout, tu vois. Moi, j'ai 19 ans, donc je mets une chemise, machin. Je me souviens, je monte les Champs-Élysées de nuit, c'était en novembre comme ça et tout. Et je lui dis voilà, et donc j'arrive au Fouquet's et je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec Jean Rochefort et tout. On me dit oui, il vous attend, machin. Donc j'arrive, donc et il était là. Retard, en plus. Non, il était là. Il avait, à mon avis, il avait envoyé plein de rendez-vous. Et en gros, je lui dis bah Jean, ça vous dit, etc. et tout. Il me dit alors ton film m'a fait penser à 2 films et m'a fait penser à un film et un livre. Et en fait mon film s'inspirait d'un livre, une nouvelle de Thurber que j'adore qui s'appelle La vie secrète de Walter Mitty. Ouais, mais ouais. Et mon film s'inspirait énormément de Walter Mitty, de la nouvelle. Ça, c'était l'histoire d'un vieux monsieur qui imaginait son passé avec ses parents, enfin exactement comme Walter Mitty imagine la femme qu'il aime, quoi. Donc c'était vraiment énormément inspiré. Le titre s'en inspirait, ça s'appelle La vie sans secret de Walter Gnon. Enfin bon, bref. Mais oui, d'ailleurs, j'ai vu ça sur Wikipédia. Voilà. Et donc c'est mon qui Walter Gnon? Bah c'est lui, c'est le personnage. Ouais. Voilà. Mais je l'ai inventé. Oui. Donc vraiment, ça, oui. C'est complètement inspiré en fait. D'accord. Et en fait, il me dit on peut s'inspirer de manière très proche, quoi, d'une histoire. Ouais. J'en ai fait autre chose, tu vois, mais voilà. Et moi, c'était vraiment presque un hommage à la nouvelle, tu vois. Et en fait, il m'a dit, bah, je rêve de jouer Walter Mitty depuis des années. Et donc ça, c'est un coup de bol, mais monumental, en fait. C'est-à-dire qu'il rêvait de jouer ce personnage. Walter Mitty, lui, de la nouvelle. Hein. Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas eu le film. Hein. Ouais. Le film qu'a fait Ben Stiller. D'accord. Et d'ailleurs, parenthèse, je me suis renseigné juste après pour acheter les droits de Walter Mitty. Ouais. Le vrai. Et c'était Spielberg qui avait les droits. Donc évidemment, même pas en rêve. C'était DreamWorks qui avait les droits. Bien sûr. Ouais. Et donc bon, voilà. Et en fait, le projet était pour Jim Carrey. Et Spielberg voulait le faire avec Jim Carrey dans le rôle de Walter Mitty. Oui, bon. Laisse tomber. Bon, non, mais c'est difficile non, mais j'adore ça. J'aurais adoré le voir, ce film. Bref. Donc j'ai dit, oh, trop bien, j'ai hâte de le voir. Et il ne s'est jamais fait. Et il s'est retrouvé dans la black box, ou je sais plus comment ils appellent ça, les black screenplay, ou je sais plus. Il y a un nom comme ça, où ils disent, en gros, c'est les films où ils ont mis une croix noire dessus, et en fait, ils sont mis de côté dans les studios, ils ne se feront jamais. Et en fait, Will Smith a énormément utilisé ces scripts-là pour faire tous ses films, tous les films qu'il a produits. Ah ouais? Je crois I Am a Legend et tout? Je crois que Hancock, par exemple, c'est un film qui vient de là. Et Walter Mitty en fait partie. Et Ben Stiller, il a ressorti un script comme ça qui était dans un studio, qui était Walter Mitty. Bon, bref. Énorme. Ah ouais, passionnant. Parenthèse fermée. Ok. Et donc Rochefort me dit, voilà, moi j'ai toujours rêvé de jouer Walter Mitty, donc t'as de la chance. Il m'a pas dit ça, mais moi je me suis dit, ok, coup de bol de fou. Bah, c'est énorme en fait. Et après il m'a dit, ton scénario m'a fait penser aux Fraises sauvages de Bergman. Et moi j'ai fait, bien sûr. Et je n'avais jamais vu ce film, évidemment, je savais même pas ce que c'était. Énorme. Et donc je me souviens, je suis sorti et je suis allé au Virgin Megastore sur les champs acheter le DVD parce que je savais pas de quoi il parlait. Est-ce que tu peux nous faire un cours de quoi il parlait, quoi. Est-ce que tu peux nous faire un cours de faire genre tu as vu le film dont on te parle quand tu ne l'as pas vu? Ouais. Et j'étais là, ah oui, je comprends. Et en fait, je savais pas de quoi il parlait. Parce qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation-là de dire, mais évidemment, je l'ai vu, enfin, excellent film avec, et en fait, tu n'as jamais vu ce film. Bon, et lui a dû y voir un délire à lui, je sais pas. Bon, bref, c'était, et il a accepté de jouer dans le cours, et pour moi, ça a été une chance incroyable parce que j'avais 19 ans. Et que tu dirigeais Jean Rochefort. Ouais. Et avec aucune conscience du tout. Je pense anesthésié beaucoup par ce que j'avais vécu dans l'année. Et donc avec un truc qui était, je vais faire un film, je m'en fous. Du reste, je m'en fous de tout. Et donc du coup, j'étais assez inconscient. Et je crois que cette inconscience, tu la perds avec les années. Enfin moi, plus ça avance, plus je suis conscient des choses. Et c'est dommage, en fait. Ouais. Cette inconscience, elle est géniale. Parce qu'elle te fait
avoir peur de rien, foncer. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est l'expérience qui fait ça? Oui, l'expérience sans doute. Parce que si tu fais ton premier court-métrage à 50 ans, peut-être que t'es aussi tout à fait... Oui, mais t'as de l'expérience dans autre chose, dans la vie, dans autre chose. Donc c'est peut-être un peu lié quand même. Mais en tout cas, voilà. Et je me revois diriger Rochefort sur le plateau à 19 piges, avec un look improbable. Et Rochefort qui te regarde comme ça. Je me souviens lui dire des trucs parfois et... J'ai un pote qui filmait j'ai un making of de ça. Ah, génial. Enfin, je sais même plus où il est, mais j'en ai un, j'ai des images. Et en fait, il y a Rochefort qui me regarde comme ça, tu vois, il est comme ça, il me regarde, tu sais, il touche l'oreille quand tu lui parles, il te regarde à moitié. Enfin, il était incroyable, il était charismatique de fou et tout. Moi, j'étais là, genre, c'est bien qu'on fasse ça, nanana. Et je me souviens, à un moment dans le making of, il me dit, oui, écoute, écoute, bah oui, d'accord. Écoute, je vais te le faire, mais tu le montreras jamais. Et moi, je suis retourné au combo comme ça, je me suis dit, oh merde, putain, le stress. C'est ouf. Et je me souviens plus si je l'ai monté ou pas. Je sais pas quelle est la fin de l'histoire, mais en tout cas, voilà, il y avait des... Donc voilà, donc j'ai fait mon premier cours avec Rochefort cette année-là, l'année de la mort de mon père. Belle prédiction pour l'avenir, si je puis dire. De fou. C'est parce quand même un bel encouragement, quoi. Il avait jamais fait de court-métrage. Et donc, du coup, mon cours avait coûté, je me souviens, 50 000 francs, donc moins de 10 000 euros, 9 000 balles. Combien de temps ça durait, ce court-métrage? 17, 18 minutes. D'accord. Pas très long. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ce truc. J'ai fait plein de festivals de court-métrage. T'as été sélectionné dans plein de ces festivals. Ouais, parce que vu qu'il y avait Rochefort, ça m'a énormément aidé parce qu'en fait, les gens disaient, il a fait un cours. Ah! Puis je crois qu'il était pas mal. Le cours, il était vraiment sympa. Ça, c'est un bon conseil, ça, en fait. Essayer de choper. Bah oui, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu fais un film, il faut un casting après, le mieux possible. Franchement, t'as un bon acteur, tu fais des festivals de court-métrage. Oui, c'est sûr. Du coup, j'ai fait plein de festivals de court-métrage à ce moment-là. Je suis jury d'un festival de court-métrage, là, actuellement, qui va se passer le mois prochain, qui s'appelle le festival Chéri Chéri. Ah, trop bien. Qui est un festival LGBT. Donc là, je dois regarder 60 courts-métrages. Putain. Et donc, là, je commence à comprendre ce que c'est qu'un court-métrage. C'est cool. Ouais. Et alors, moi, en fait, dans ces festivals de cours, déjà, je suis devenu pote avec Toledano Nakash à ce moment-là parce qu'ils avaient eux leurs cours aussi. Je les aime tellement. Et en fait, ils passaient leurs cours. Eux, ils étaient un tout petit peu plus expérimentés que moi. Ils avaient déjà fait 2-3 cours et moi, c'était mon premier. Tu vois. Ouais. Eux, ils allaient arrêter de faire des cours. Genre, c'était presque leur dernier. Genre. Ouais. Et eux, ils avaient Gad Elmaleh, machin. Ils avaient que des ils avaient fait un de leurs cours, c'était un truc de Noël avec Gad Elmaleh. Ouais. Exactement, les petits souliers, voilà. Tout à fait. Et moi, j'étais à mon premier et eux, c'était un de leurs derniers, je crois. C'est ça. Et en fait, je me souviens, on rigolait un peu ensemble parce qu'ils sont trop sympas. Et on rigolait un peu parce que on s'ennuyait beaucoup, en fait, dans les festivals de cours, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de courts-métrages très, 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 très longs. Ouais, oui. Genre vraiment des trucs de 45 minutes, 50 minutes, tu te dis, gars. Oui, alors, en fait, court-métrage, c'est bien quand c'est en dessous de 30 minutes, on va dire. Ouais, quand même. Parce qu'un moyen-métrage, c'est 45 minutes, mais là, je vois des... Bon, mais les films, il y en a des super, de 45 minutes. Mais en plus, il y en a des géniaux, mais là, il y en avait des chiants. Et nous, moi, mon premier film est un film noir et blanc, avec un peu de couleur à certains endroits et tout, qui est un film un peu de climat, un peu poétique et tout. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Ouais. C'est le film que j'ai fait à ce moment-là. Voilà, j'avais envie de raconter cette histoire. Let's go. Voilà. Mais, c'était pas trop ma veine. Tu vois, c'était pas les comédies que j'adorais, les films d'action, d'aventure que j'adorais. Enfin, tu vois, c'était pas trop ma couleur cinématographique. C'est bizarre que j'ai fait ce premier cours comme ça. Et surtout, je regardais tous les cours et j'étais comme ça, je me disais, oh là là. En plus, c'était l'époque d'un cinéma très social. Très social, mais vraiment, on montrait vraiment la misère sociale, la dureté et tout. Et moi, c'était un cinéma qui était dur, tu vois. Je me souviens que Rosetta a eu la Palme d'Or. Enfin, tu vois, ces cinémas-là d'Ardennes, tout ça, beaucoup. Qui faisait des super films, mais donc il y avait une énorme mode, et donc dans les festivals il y avait beaucoup ça. Cinéma social, c'est donc 13 auteurs qui va filmer au plus près de la misère, exactement. Les Frères Dardenne, c'est tout à fait ça, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est un cinéma qui est brillant, hein, mais c'était une mode, et donc il y en avait énormément dans les courts métrages. Dans les festivals de courts métrages, tu tapais que ça, quoi, t'en pouvais plus. Et nous, avec Eric et Olivier, on était comme ça, on disait, oui, genre. Il y a pas d'autre truc. Eric et Olivier, c'était de la comédie. En plus, ils faisaient de la comédie. Encore, moi, mon film n'était pas de la comédie, mais eux, ils en faisaient. Ouais. Exactement. Ouais. Donc c'était marrant. Donc voilà, on rigolait. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon deuxième court-métrage, un peu en réaction. Parce que j'avais envie de faire un film de court-métrage dans lequel il y avait, que je n'avais pas vu dans les festivals de court-métrage. Donc c'était un vrai film à sketch avec que de la comédie, plein d'acteurs. Et où là, j'ai voulu faire l'inverse, juste un peu en provoque, et pour m'exercer aussi à la comédie. Donc voilà, ouais. Et ça, c'était mon deuxième cours. Et donc, la comédie, enfin, moi, ça m'intéresse. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie des artistes et des gens qui font des trucs de ouf comme toi, c'est vraiment le début, c'est ça, tu vois. Et là, donc la comédie, c'est quand même un style très particulier. Je trouve que c'est le plus dur à faire. Enfin,
j'ai l'impression que c'est le plus dur à faire parce que faire rire les gens, c'est le truc le plus difficile, quoi. On dit toujours la meilleure qualité d'un amant, c'est l'humour. Donc, enfin, tu vois, comment tu racontes des blagues? Tu veux que je t'en raconte une là? Non. Genre, comment tu écris des blagues? Écoute, je ne sais pas. Je te jure, je sais pas. Moi, j'ai été bercé à la comédie. La comédie des films, bien sûr, d'Yves Robert, de Funès, de Pierre Richard, mais la comédie d'après aussi des années 80, donc Le Splendide. Donc voilà, les nuls, beaucoup les bien nuls, les inconnus. Enfin, voilà, bon, dire, ouais. beaucoup. En fait, moi, j'adorais la comédie, je regardais tout. Les comédies américaines aussi, évidemment, après avec Judd Apatow, voilà. Donc des styles de comédie très différents. J'adorais ça. Mais j'aimais beaucoup aussi les films où il y avait autre chose que de la comédie. Moi, les films où je m'éclatais de rire et où j'étais bouleversé une seconde, j'étais très heureux. Dans Super Grave, par exemple, pour moi, c'est un portrait de l'adolescence que je trouve merveilleux. Ouais, en fait, alors que c'est une full comédie un peu potache, mais rien que le plan de l'escalator à la fin, où en gros, bon, j'ai pas vu le film, mais je vois très bien l'ambiance. Mais il y a un plan notamment à la fin où tu sens que leur adolescence est terminée, en fait. Vas-y, je vais regarder ce soir. Et c'est ça qui est émouvant. Et pourtant, c'est un film potache, tu vois, potache, un peu où ils y vont, ils sont lourds et tout, où tu peux rigoler vraiment de fou, t'as des situations de comédie de fou, mais ils y vont à l'américaine, tu vois, très fort. Et pourtant, à la fin, t'as hop, et moi, ça me chopait comme ça, et j'aimais bien ce mélange-là. Dans Un éléphant, ça trompe énormément, dans Nous irons tous au paradis, dans ces films-là, il y a aussi de la tendresse, beaucoup de tendresse, de cœur. Et en fait, j'aimais bien ces films qui mélangeaient le cœur et que tu t'éclates de rire, mais tu ressors avec un truc quand même. C'est vrai que ça me rattrapait souvent. Donc voilà. Donc du coup, comment tu fais rire, je sais pas moi. Franchement, je pense que tu sais quoi, je pense que t'es pas obligé de répondre à la question. Quand t'es en phase, non, mais quand t'es en phase avec un moment, avec un truc, avec toi-même. Moi, j'ai été élevé dans l'humour, dans la comédie. Mes grands-parents, ils faisaient des blagues toute la journée. Mes parents, tout le monde, il y avait des vannes tout le temps, pas de prise de tête, pas de prise au sérieux. Et en fait, de l'humour tout le temps dans la vie. Donc quand tu rigoles dans la vie tout le temps, t'as envie de rigoler et t'as envie d'offrir du rire aux gens, en fait. Et quand je regardais aussi beaucoup d'humoristes sur scène. J'adorais ça. Américains, français? Les deux. Okay. Mais beaucoup de français. Qui? Gad Elmaleh? Tous. Mais Elie Kakou, Gad Elmaleh... je sais pas tous, Muriel Robin, enfin tu vois, vraiment tous en fait. Les inconnus sur scène aussi. Et j'aimais bien les différents styles d'humour, ça m'éclatait, tu vois. Ça m'éclatait de voir qu'à la même époque, t'avais les nuls et les inconnus. Et que les gens les opposaient de manière complètement débile en fait. Oui, alors qu'ils s'adoraient, enfin ils s'admiraient en fait, en plus, tu vois. Ils trouvaient les uns et les autres qui faisaient des trucs chambés. Et tu vois, moi j'ai eu la connexion au talent, parce que maintenant je me permets de le dire, le talent de mon grand-père en tant qu'acteur. Pas pour ses films, pas pour tout ce qu'il a fait de fou, parce qu'il a vraiment fait des trucs de fou. Mais quand il a été l'invité principal des Nuls l'émission, pour les Nuls, tu vois. Et là, je me suis dit, what? Oui, là, ça te touche direct. Là, c'est stylé, ta génération, ton truc. Tu vois, je pense comme Darmon, aujourd'hui, il est dans Burger Quiz. Tu vois, moi, dans ce coup, j'ai vu mon grand-père, j'avais 16-17 ans. J'ai vu mon grand-père être invité par les Nuls en invité principal. J'ai dit, c'est quoi ce délire, en fait? J'ai pas compris, en fait. Et c'est là que j'ai connecté avec lui, que je me suis dit, tiens, je vais essayer de comprendre, et j'ai vu tout ce qu'il a fait, et j'ai compris ce qu'il faisait, j'ai compris son humour. Et, tu vois, moi, j'ai fait un voyage avec mon grand-père et mon père chez les Indiens d'Amazonie. Enfin, bref, cette phrase est improbable. Mais en gros, j'ai fait un voyage au Brésil, chez les Indiens d'Amazonie, avec Raoni, le chef indien, pour amener pour amener des médicaments aux Indiens et tout. Et mon père m'a forcé, j'avais 13 ans. Et il m'a forcé à le faire pour que je comprenne pour que je le fasse, en fait. Il m'a pas laissé le choix. Bien sûr. Et j'avais pas du tout envie à 13 ans d'aller là-bas. Et au final, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie, bien sûr. Mais j'étais avec mon grand-père et mon père. Donc on était 3 générations. Et mon grand-père était hilarant. C'est-à-dire qu'il faisait des vannes toutes les 4 secondes. Trop bien. Et je me suis dit, mais il est trop stylé. Il est drôle. Il avait 70 ans. Et je me disais, et donc je me souviens d'ailleurs, il me disait, viens, on va se balader, genre, tu vois, sur Rio de Janeiro, sur Copacabana, enfin, tu vois. Et j'avais une caméra, évidemment, je filmais déjà tout le temps. Et tu filmais tout?
Ouais, tout le temps. Je filmais en permanence. Tu filmais ta vie, ce que tu vivais? Je filmais les gens, je filmais des trucs, je filmais tout le temps. Est-ce que tu filmais toi? Ça pouvait m'arriver, mais je filmais tout. Ouais. Tout le temps. Je mettais en scène des trucs. Et là, avec lui, par exemple, je mettais en scène des trucs, tu vois. Par exemple, je me cachais avec la caméra et lui, il faisait des blagues aux Brésiliens dans la rue, il faisait le fou, il faisait des délires dans la rue. Il avait 70 ans et moi, j'avais 13 ans et je filmais mon grand-père. comme archive, même de ton grand-père, qui est cette resta de fou, quoi. C'était très drôle. Okay. Et donc, en fait, voilà. Donc, en gros, pour répondre à ta question, je crois que l'humour, dans la vie, moi, je sais que mon fils, quand il est né, avec ma femme, on s'est dit, on va lui apprendre l'humour très, très vite. C'est très important, quoi. C'est une force de fou dans la vie, quoi, d'avoir de l'humour sur les choses. Ça te permet d'avoir du recul, de dédramatiser des choses et tout. Ça te permet de sortir de plein de situations. Et c'est généreux, en fait, tu vois, t'offres du rire aux gens, c'est quand même cool. Donc voilà, donc en fait, trop stylé. Moi, j'ai grandi là-dedans. En fait, je pense que j'ai eu envie de faire ça juste pour ça, quoi, en fait. Bah ouais. Et donc là, premier court-métrage, deuxième court-métrage, donc plus humoristique. Ah bah comédie, full comédie, l'inverse. Après, il se passe quoi? Et alors après... T'as quel âge d'abord? J'ai 21. Ouais. Donc mais attends, tu fais pas d'études en fait? Ah si, j'ai passé le bac. Ouais. Je ne suis pas parti aux États-Unis. T'as pas fait d'école de ciné, je veux dire? Bah, j'ai fait un an, là, la fameuse année entre les deux. Ouais. Tu vois? Oui, de fac de ciné. Voilà. Mais après ça... Après, j'ai lâché pour faire mon cours. Tu fais ton cours, mais est-ce que t'as des petits boulots à côté ou tu bosses sur des tournages? Non, là, j'ai pas de boulot. Je suis avec ma mère et ma sœur, donc ma mère a déménagé, décidé d'ouvrir un resto, et donc, sur un coup de tête, elle décide d'ouvrir un resto, elle s'endette, bon, bref. Là, et il y avait un appartement au-dessus du resto, donc je vis au-dessus du resto. D'accord. Donc en fait, ça va. Ok. Tu vois, j'ai un appart. J'ai un studio, je peux vivre. T'écris dans ce studio? Et moi, j'écris, j'en profite pour travailler. Okay. Enfin, pour faire des trucs. Après, je gagnais ma vie, j'ai gagné ma vie en étant stagiaire régie, stagiaire mise en scène. Ok. Donc j'étais stagiaire sur les tournages, tu vois. Troisième assistant mise en scène. Des tournages de films ciné? Non, des télés. Séries télé? Des télés. Des téléfilms. Téléfilms. Voilà. Et France 2, des trucs comme ça. Et où je comprenais comment ça se passait. Et après mes courts-métrages, après le deuxième court-métrage qui était un film vraiment un exercice de style, c'était un plan fixe, que de la comédie, 22 comédiens qui passaient devant et des acteurs qui viennent de tous les univers. Ouais. Pas de tête d'affiche pour le coup? Et si, plein. Ah. En fait, c'était ça qui était fou. C'était en fait, on s'est retrouvés à faire un film à sketch, donc avec personne qui était vraiment la star du court-métrage, tu vois. 20 comédiens. Et donc, du coup, tout le monde venait 2-3 heures tourner. Ok. Donc, en fait, c'était une chance incroyable. Voilà. D'où casting après plus tard. Non, parce que ça vient de Pierre. Mais ça vient de Pierre. Mais l'envie de le faire. Mais grave. avoue que ça aurait été pas mal. Enfin, j'avoue que ça aurait été génial. Cette transition aurait été pas mal. Mais il y a un cousinage, mais c'est tout. Cousinage. Mais ça vient de Pierre quand même. Ok. Et de Ali. Pierre Ninet d'ailleurs. Pierre Ninet et Ali Mariard, bien sûr. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, qui était improbable encore, c'est vraiment le culot et la chance aussi, hein, tu vois. C'est que quand j'étais stagiaire sur j'ai fait des films aussi. J'ai fait 2 films en tant que stagiaire. Parce que c'est sur des films où j'étais stagiaire mise en scène ou régie, je sais plus, où j'ai rencontré certains acteurs que là j'ai réussi à contacter parce que j'avais leur numéro. Et les 3 premiers qui m'ont dit oui étaient Zabou Bretman, Daniel Russo et Isabelle Nanty. Mais qui étaient les 3 qui tournaient dans un film sur lequel j'étais stagiaire. Ils étaient tous les 3 dans un film. Ok. Et un autre qui est François Morel. Voilà, c'est les 4 qui m'ont dit oui. Mais comment t'as réussi à les convaincre? En fait, vu que c'est un film à sketch, je leur disais, moi, notre rêve, c'est que vous soyez dedans. Ouais. Le rôle dans lequel je vous vois, c'est celui-là, mais vous pouvez choisir aussi celui-là ou aussi celui-là si vous préférez. Donc j'ai essayé de les laisser libres. Et on va vous embêter 3 heures. 3-4 heures, tu vois. On vous payera pas? Ah bah non. Non, les courts-métrages, on paye pas. Donc bien voilà. Sûr. Mais si ça vous dit, on va rigoler, quoi. Et c'était des sketchs, donc c'était fun. Et en fait... Nanty, Morel, Isabelle Nanty, François Morel, Daniel Russo et j'ai dit qui et Zabou Bretman on dit oui tout de suite en fait. Et en mode c'est rigolo, ça nous fait rire, oui, ok. Donc déjà en fait j'en ai 4, c'était assez fou. Après on a essayé, alors ça nous a chauffé, on s'est chauffé encore plus derrière et on s'est dit on va essayer de trouver d'autres gars. Et je me souviens qu'on a demandé à Jean Dujardin, qui n'avait rien fait encore à part Un gars, une fille. Il n'avait pas fait de cinéma du tout. Ouais. D'ailleurs, sketch,
un peu dans cette idée-là. Et complètement en sketch, en caméra fixe et tout. Donc il est venu et il a joué un gars dans ce court-métrage. Trop bien. Il nous a dit, ma pote Alexandra Lamy, vous voulez pas lui proposer quelque chose et tout. Donc Alexandra Lamy est venu aussi. En fait, il y a eu un truc, enfin, tu vois, c'est devenu un truc un peu fou comme ça. Ouais. Et après, moi, j'ai fait venir mes copains, il y avait d'autres potes qui sont venus et tout. Et voilà. Et il y a un acteur que je rêvais d'avoir. Et en fait, j'ai eu un coup de bol. En fait, vraiment, les coups de chance quand même comme ça. Bah oui. Là, vraiment, c'est un coup de chance. C'est des coups de chance, mais je trouve que t'es un mec qui provoque vraiment ces opportunités, quoi. On les tente. Tu donnes tout pour, tu tentes des trucs et tu, faut y aller. Ouais, c'est oser, quoi. Et moi, quand je vois plein de jeunes qui viennent me voir, qui me posent des questions à la fin tu sais, des projets quand on fait des tournées, ou même quand on fait des masterclass, ou quand on se retrouve dans des facs ou dans des trucs comme ça, comment on fait? Et en fait, ce truc-là, c'est un truc que je leur dis tout le temps, mais déjà, faites des films tout le temps. Faites des cours tout le temps. C'est trop bien. Vous pouvez, en plus. Moi, je galérais, j'ai été aidé parce que j'avais une table de montage et tout, mais maintenant, en vrai. Oui. Dans l'iPhone, tu peux faire un film. Franchement. Ouais. Donc, c'est un truc de boomer de dire ça. Hein? L'iPhone. C'est un truc de boomer de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Tu vois, maintenant, on peut vraiment faire des films facilement. Bien sûr. C'est trop cool. Donc, fais des films, fais-en. Moi, je pense que iMovie, et aujourd'hui, CapCut, qui est un logiciel de montage extrêmement intuitif et ludique, ça, c'est une révolution pour la création de contenu et la création de fiction. Parce que n'importe qui peut vraiment monter, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, même quand tu fais pas un contenu de pure fiction, quand tu vois, toutes les stories Instagram qu'on peut voir, ou les gens qui ont des vlogs, voilà, et en fait, ils ont une manière de monter, une manière de raconter qui est déjà de la narration fictionnelle. Bah ouais, ça emprunte à plein de codes. Donc en fait, c'est une autre manière d'apprendre. En fait, le vlog, parce que là, je fais un vlog, c'est de l'auto-documentaire, en fait. Là où ce nom vlog, il est pas possible. Ouais, vlog, en fait, ce mot est bizarre. En fait, c'est de l'autobiographie documentaire. C'est genre, tu filmes les backstage de ta life, en fait. Voilà. Faut se dire que c'est intéressant. Bah ouais, parce que tu te racontes. Il faut la rendre intéressante. Tout à fait. D'ailleurs, ceux qui réussissent, c'est ceux qui rendent ça intéressant. Bah oui, bien sûr. Et t'as des vlogueurs stars. Voilà. Enfin, parce qu'ils arrivent à trouver un moyen de rendre quelque chose quotidien intéressant. Ouais. Et parce que c'est pas tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. De ouf. Et quand t'as quelque chose d'intéressant à dire, là, ça devient pertinent. Même si tu racontes un truc très anodin. Ouais. Ça, c'est cool. Bah ouais. Et donc voilà. Et donc, le coup de chance de fou que j'ai eu, le dernier coup de chance que j'ai eu, c'est qu'on rêvait d'avoir Didier Bourdon. Parce que les inconnus, machin, etc. Et en fait, on trouve son adresse, je crois. Et donc, on lui envoie le scénario, tu vois, avec un mot, pareil, on aimerait bien que vous fassiez ce rôle-là, mais peut-être, non. Et en fait, il nous dit, et voilà. Et en fait, un jour, je reçois un appel, et c'est Didier Bourdon. Et je réponds, je dis oui. Et il me dit, bonjour, c'est Didier Bourdon. Je dis, ah, oh là là, oui, bonjour. Très bien. Et il me dit, voilà, je suis OK pour faire votre cours, pas de souci. Et je dis, ah, bah, très bien, mais vu que je proposais, tu sais, un rôle dans lequel je le voyais, mais j'en proposais deux autres à côté pour le mettre à l'aise. Je lui dis, mais donc quel rôle vous convient, tu vois? Il dit, ah, bah, je sais pas, j'ai pas lu. Et je dis, pardon. Waouh, trop bien. Et je dis, pardon. Et il me dit, bah non, en fait, j'ai pas lu, mais en fait, hier soir, j'ai vu une émission de court-métrage. Il y avait une émission de court-métrage sur Paris Première qui s'appelait Cours particuliers, présentée par Elisabeth Quint. Ok. Qui était canon, qui était hyper stylé, vraiment, hyper chic et tout. Sur quoi? C'est quoi? C'était genre... Et en fait, le principe de l'émission était top, c'était que c'était des gens très connus qui étaient invités par Elisabeth Quint, comme ça, comme nous, là, et qui présentaient 3 courts-métrages qu'ils aimaient pour mettre en valeur des talents. Mais trop stylé. C'était vraiment très cool. Génial. Ouais. Ce qui, évidemment, ça existe plus. Bah ouais. Et moi, j'ai... Le truc le plus improbable, c'est que moi, c'est Monica Bellucci qui avait choisi mon cours avec Rochefort. Arrête. Le premier. Bah, c'est et qu'elle avait trouvé super bien et tout. Les mecs, t'as l'archive. Bah, je sais pas, peut-être. Bah, et donc en fait, le cours est choisi, donc il est diffusé. En plus, il est diffusé sur Paris Première, tu vois, donc c'est trop chic, trop stylé. Et t'as elle après qui le commente, qui dit j'ai trouvé ça très bien. C'est incroyable en fait. Et donc Bourdon avait vu le cours dans cette émission. Et je lui ai dit, ah oui, d'accord, mais alors vous savez que ça a rien à voir, lisez-le peut-être, parce qu'en fait, moi j'avais fait vraiment un film, pas d'auteur, mais un film de climat poétique et tout. Rien à voir avec le deuxième qui était une full comédie où je lui demandais de jouer un mendiant en plus. Enfin, franchement, c'est pas possible, quoi. Je lui ai dit, non, franchement, Didier, ce serait bien que vous le lisiez avant quand même, parce qu'il y a un grand écart. Ouais, mais ouais. Et voilà. Et donc, il m'a dit oui comme ça. Ce qui était fou.
Donc voilà, bon, il y a des trucs comme ça. Mais mec, attends, excuse-moi, mais pardon, mais cette anecdote est folle de Monica Bellucci qui parle de ton cours. Enfin, qui avait choisi ce cours. Mais quand tu vois ça, t'es pas comme un ouf. Elle avait choisi des cours dans lesquels elle jouait aussi. Et qui étaient bien d'ailleurs. Il y en avait un que j'avais adoré. Mais c'était marrant. Oui, donc c'est bien de dire aux jeunes, je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, les jeunes là les jeunes ou les moins jeunes, qui veulent faire des cours, qui font des cours, bah allez taper des putains d'acteurs en fait. Faut essayer. Faut essayer. Moi j'en suis sûr. Après, il y a les emplois du temps, il y a les agents, il y a tout le monde qui bloque, qui ralentit. Oui. Tu penses que c'est plus dur aujourd'hui ou mais non, je pense que c'est pareil. Je pense que un acteur qui voit dans l'écriture d'un scénario un talent, puis qui, quand il le rencontre, ou la manière qu'il a de lui écrire, peut-être son mot, ou peut-être la chance qu'il a de le rencontrer, quand il le rencontre, bah, il est convaincant, s'il a quelque chose, s'il est pertinent, s'il est singulier, moi je suis sûr qu'un acteur très connu, il va y aller. Hein. J'en suis certain. Tellement. Parce qu'il a envie de soutenir quelqu'un, soutenir quelque chose, qui se dit, bah, tu sais quoi, peut-être que derrière, ça va, je vais continuer à faire des films avec cette personne, parce que j'ai envie de le soutenir maintenant pour faire un long avec cette personne, parce que je trouve qu'il a un talent fou. Moi, je suis sûr qu'il faut essayer, tenter des trucs comme ça. Tu vois, là, mais c'est comme les gens qui vont à la Starac, les talents connus qui vont à la Starac, ils y vont en se disant, bah peut-être que je serais très content, tu vois, de rencontrer un talent, quelque chose avec qui j'ai envie de faire des trucs après. C'est vrai, ça arrive aussi. Tout à fait. Alors là, ils sont en promo, donc c'est plus facile. Mais ouais, mais je suis sûre qu'un mec, ou un artiste en tout cas, ou une artiste extrêmement connue qui n'est pas forcément en promo, qui appelle Nico Saliagas pour lui dire frérot, j'ai envie de faire un prime sur la Starac. Enfin, je suis sûre qu'il est reçu quoi. À l'inverse. Mais ouais, putain, grave, trop bon conseil. Donc c'est sûr qu'il faut tenter, moi j'y crois. En plus maintenant avec les réseaux, on peut contacter les gens. Mais oui. On peut dire est-ce que tu peux pas tu peux lui envoyer peut-être déjà un cours que t'as déjà fait, même si celui-là il est plus amateur, comme ça il peut sentir s'il a envie d'y aller. Tu peux faire lire plus facile. Tu peux contacter les gens plus facilement. Moi, je me souviens, je galérais, je demandais, je sais plus qui, un pote bossait dans une radio. Donc du coup, je disais trop bien, tu peux me trouver les coordonnées de la direction de ta radio, puis qui lui a peut-être les coordonnées de l'acteur que je cherche. Enfin, tu vois, des fois, il y avait des biais ultra complexes, super relous. Maintenant, c'est quand même, tu peux écrire à quelqu'un. Alors, tu peux aussi passer dans les spams, mais jamais existé. Oui, mais contacter par Instagram par exemple et essayer de trouver un autre moyen, parce qu'en fait on est à très peu de poignées de main finalement des gens qu'on admire en réalité. Mais oui. Tu vois, même si c'est 3 personnes, ces 3 personnes là ça se tente quoi. Et puis moi après dans les rencontres, franchement dans les rencontres, moi je considère tout le monde à chaque fois. Que ce soit les masterclass avec les acteurs, les rendez-vous dans les festivals où tu rencontres les gens et où ils te posent des questions. Et où après tu peux aller voir la personne et dire voilà, moi j'ai ce truc là, est-ce que je peux vous l'envoyer? Moi à chaque fois que ça m'arrive ça, je dis bah je donne mon mail, je dis vas-y envoie-moi, on va lire, on va te dire ce qu'on en pense, si c'est pas pour nous ou si on le sent pas on te le dira aussi, mais si on y croit bah franchement pourquoi pas. Là il y a un talent que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré dans une masterclass, bah le mec entre temps il a écrit un scénario, je trouve le scénar très cool, bah peut-être on va regarder ce qu'il fait et le produire, tu vois, je sais pas. Et je l'ai rencontré dans une masterclass que j'ai fait pendant 8 heures, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est ça. T'as fait la masterclass cinéma là? Écoute, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ok. Non, j'ai fait ciné masterclass. Ouais. Celle-là, je l'ai faite plusieurs fois. Très stylé. Mais j'en ai fait une autre. Celle-là, c'était dans une autre. C'est dans le cadre d'une école. Ok. Je sais plus quelle école, mais elle était vachement bien d'ailleurs. Charmé. Voilà. Bon. Ok, bah grave, c'est un très bon conseil pour les gens, quoi, en général, qui veulent vivre leurs rêves. Bah, franchement, oser des trucs comme ça, quoi. Faire des films, déjà, pas attendre. Ouais. Faire des films. Prends ton iPhone, écris une histoire, va avec tes potes. C'est pas bien, t'auras appris des choses déjà quand même. Même si c'est pas bien. C'est vrai. Et au bout d'un moment, tu vas trouver quelqu'un qui joue mieux. Et au bout d'un moment, tu vas trouver des gens avec qui tu vas rêver ensemble. C'est-à-dire, il y a ça aussi, c'est que moi, j'avais mon pote Ruben. Tu vois, il venait pas du tout de ce milieu-là et tout, et lui il rêvait d'être acteur. Finalement, il l'a été un tout petit peu, mais après il s'est mis à raconter des histoires, à réaliser des films. Moi, j'ai coécrit et produit son premier film qui s'appelait La Cage Dorée. Après, qui était sur ses parents et sur la communauté portugaise à Paris et en France. Après, je l'ai accompagné pour produire. Enfin, j'ai produit son deuxième film qui s'appelle Miss, qui est l'histoire d'un jeune homme qui rêve de devenir Miss France. Bien sûr. Joué par Alex Vetter.
Et enfin voilà, et ça reste mon meilleur ami. Puis en même temps, il fait des films qui sont les siens en plus, tu vois, qui sont son identité. Ça, voilà. Là, il fait une série qui s'appelle Escort Boys sur Amazon. Ouais. C'est Ruben qui fait ça. Tout à fait. Et ça, on le fait pas. Ça, on le fait pas ensemble parce que on lui a proposé. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que tu crées aussi tes familles. Ouais. C'est vrai. Ça. Tu vois, t'es avec ton groupe et en fait, tu fais des choses ensemble et tu grandis ensemble. Et puis, il s'est passé ça aussi avec les gars de casting quelque part. Parce que moi, j'avais fait mon premier film, il s'appelait Comme des frères. Pierre, il avait juste fait un petit rôle dans LOL. Mais tu vois, un troisième rôle dans LOL. Mais que je l'avais repéré quand même dans LOL. Hein. Il était déjà super. Ouais. Et il avait fait un film qui m'a montré en projo, mais je l'avais déjà choisi et le film n'était pas sorti. C'était avec Lou Delage, un film d'auteur, un très joli film d'auteur. Je me souviens plus du titre, pardon. Et en fait, donc on a fait Comme des frères, tu vois. Et puis après, on est restés proches. Et un jour, il m'a dit, ouais, j'ai fait cette pastille courte. Est-ce que ça te dit qu'on la fasse ensemble et tout, et on a monté casting avec donc Ali Mariar qui a co-créé avec Pierre, Igor qui a coécrit tous les épisodes, Igor Gottesman, pardon, qui a coécrit tous les épisodes et qui joue quand même Richard, le mec de dos, le directeur de casting de dos, bien sûr, donc qui est quand même très drôle et qui joue avec tous les acteurs quand même. Et on a créé casting comme ça en fait. Ouais. Ok, très stylé. Donc vous écrivez tous les 3? 4? Non, moi j'écrivais pas sur casting. Moi j'écrivais pas, c'était vraiment... Tu faisais quoi sur casting? Moi j'ai produit casting. Tu produisais... Mais voilà. Attends, mais et la dernière saison, j'ai co-réalisé avec Pierre. D'accord. Voilà, parce qu'il avait pas le temps et que Canal nous avait demandé que Pierre soit dans tous les épisodes. Ouais. Et il pouvait pas être dans tout et tout. Voilà, donc du coup je co-réalisais dès qu'il jouait. D'accord. En gros. Mais sinon il était là et on faisait tout ensemble. Ça reste sa série vraiment. Okay. C'est vraiment sa série, c'est son bébé casting. Mais ouais, on l'a accompagné du début, quoi. Il est venu avec le pilote, il avait fait un pilote. Avec Igor. Avec Igor, qui était déjà là, absolument. Il y avait Igor déjà, et Ali déjà, en fait. Je connais pas Ali. Ouais, il est top, Ali. Okay. Il a tout coécrit avec eux. Et en fait, ce pilote, j'ai racheté les droits, parce qu'ils étaient dans une autre boîte de prod. Et qu'ils savaient pas trop quoi en faire. Et on l'a vendu à Canal, et en fait, on a fait casting vraiment pour un... Déjà, c'était du pur plaisir, que du kiff. Dans les bureaux, tout le monde nous disait, mais c'est quoi ce bordel? Parce qu'en fait, on les faisait tous venir dans les bureaux, les 10, toute la troupe, là. Dans les bureaux de Canal? Non, dans les bureaux de ma prod. Ah, dans les bureaux de ta prod à toi? Ouais. Ah, énorme! Et ils créaient casting là-bas, et en fait, ça partait de rien, et ils tripaient ensemble, ils trouvaient des idées, ils hurlaient de rire, et ils chantaient, il y avait de la guitare, enfin, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de chansons aussi. Et moi, j'adorais ça. C'était vraiment comme un laboratoire de talent. En fait, j'adorais ça. Je trouvais ça... C'était super de voir un laboratoire se créer comme ça. C'était vraiment dingue. Casting, c'est le premier truc que tu produis, mais que tu n'écris pas. Non, il y avait La Cage Dorée, le film de Ruben. Ah, mais je l'avais écrit. Non, mais je l'avais écrit. Voilà. J'avais coécrit. Mais parce que produire sans écrire, c'est encore une autre aventure, non? Ouais, mais là, ils écrivaient super bien. Moi, j'adorais, je lisais, je leur disais, les gars, franchement, tout était naturel. Et ça veut dire quoi, produire une série de cours comme ça? Alors sur celle-là, c'est un très mauvais exemple. Enfin, c'est un super exemple parce moi, je l'adore la série, franchement. Et elle passe encore et tout machin. Mais c'est un mauvais exemple de prod. C'est-à-dire qu'en fait, on a produit la première saison sans jamais se poser la question de savoir s'il y en avait plusieurs après. Donc on a pris l'argent que Canal nous donnait, tout. Et on a tout mis dans la série. C'est-à-dire qu'on s'est même pas payé, enfin, rien. Et c'est pas comme ça que tu produis normalement. Normalement, tu réfléchis, tu dis s'il y a une récurrence, tu construis un décor pour pouvoir leur faire une saison 2, une saison 3 déjà. Oui. Non, nous on est allé dans un décor qui en plus on pouvait plus avoir après. Donc dès qu'il y a eu une saison 2 de Canal, on a dit bon viens, on reconstruit un autre décor. Donc enfin, tout était mal produit en fait quelque part, mais bien produit finalement pour les talents parce qu'en fait tout était à l'image. On se payait pas en tant que prod. Moi, je voulais pas me payer, c'était pas intéressant. Je voulais pas que la boîte se paye là-dessus. Le premier but de casting, c'était payer les talents qui étaient à l'image et faire en sorte que ce truc-là soit le mieux possible. Et avoir des guests et tout ça. Au début, c'était que des copains. Ouais. Tu vois, il y a François-Xavier de Maison qui était dans Comme des frères. Oui. Il y avait Nicolas Duvauchel qui était dans Comme des frères. Il y avait des copains de Pierre. Et en fait, au début, les guests, c'était pas des guests
énormes qui venaient nous voir. C'est vraiment ceux qui ont eu le courage de venir, tu vois, dans les tout premiers épisodes. Jean-Paul Rouve est venu dans le premier épisode aussi. Enfin, par exemple, il y a Orelsan à un moment dans un épisode. Mais ça, c'est dans la saison 3. Ouais, mais je veux dire, lui, il est rappeur, quoi, chanteur, donc c'est ouf de se prêter au jeu. Bon, après, lui, il adore la comédie aussi, donc, mais c'est trop stylé, quoi. En fait, avec la saison 1 a vraiment bien marché, on était dans le Grand Journal. Ça a hyper bien marché tout de suite, les gens trouvaient ça hyper drôle. Pierre commençait à être un peu connu, tu vois. Attends, mais toi, t'as quel âge à ce moment-là? Je sais plus. J'ai 30 et quelques. 30. Okay. 30. D'accord. 32, 33. Juste, tu apprends comment à produire des trucs? Non, mais en gros, je sais pas... J'appelle les bonnes personnes chez Canal et on leur dit voilà, on a ça à produire, est-ce que ça vous dit? Ils aiment le pilote, ils disent ok, vous avez le temps pour le faire. Et nous on dit bah super, on va le faire. Et je prends un dire de prod et on le fait. Ça veut dire quoi produire? Ça veut dire voilà, t'appelles Canal, ils sont en mode ok d'accord, donc tu vends le projet. Voilà. Tu fais produire, c'est vendre, c'est vendre en premier lieu, c'est être convaincu, c'est être tellement convaincu par la pertinence d'un programme que tu deviens convaincant. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, faut le faire en fait. C'est sûr, faut le faire. Et si on le fait pas avec vous, on va le faire avec d'autres parce que c'est trop bien. En fait, c'est pas être prétentieux du tout. C'est vraiment être tellement convaincu que c'est trop bien qu'il faut le faire. Et là, on a rencontré Ariel Saraco, qui est une dame incroyable chez Canal+, qui s'occupait de tous les programmes courts et qui est une femme qui a révélé tous les talents de Canal, tous les plus grands talents de Canal, c'est elle. Il me la faut dans le podcast. Elle est incroyable. Elle est brillante. Tu m'enverras son extraordinaire femme. Et trop bien. Et Ariel Saraco, elle a, le track record qu'elle a, laisse tomber. Ouais. Et elle a dit tout de suite, elle a dit bon ok, ça me fait rire, c'est parti, on y va. Enfin tu vois, c'était cette époque-là quoi, ça se passait comme ça. Donc là t'as le oui. T'as le oui et donc elle te dit, toi, tu dis vas-y, on va vous donner tant. Voilà, et moi je dis bon bah ok, vous nous donnez combien, tant par épisode, tu vois, c'est par épisode. Du coup ok, bon ça fait tant au total. Ok, et donc j'engage une dire de prod, j'engage la même dire de prod que sur Comme des frères, donc celle qui avait fait mon premier film. Et je lui dis, est-ce que tu veux t'occuper de la production de ça? Et elle dit, bah j'en mets, on va le faire, on va rigoler avec vous, allez, on va se démerder. C'était quelqu'un qui est très forte, qui s'appelle Sandrine Paco, et qui est une super pacote, qui est une super dire de prod, maintenant prod exé, même maintenant. Et qui est la dire de prod que Pierre a dû appeler... en direct dans l'émission qu'il avait online, de McFly et Carlito. Ouais, tu sais, ils doivent appeler quelqu'un. Ouais, ils appellent des gens au hasard. Voilà, et ils appellent, et en fait, ils tombent sur elle. Et en fait, c'est elle qu'ils appellent, et tu sais, où ils racontent Feuilleman et tout. Énorme. Voilà, c'est elle qui est au bout du fil, en fait. C'est la dire de prod de Comme les frères et de casting. Waouh. C'est ça qui est drôle. Trop Bref. bien. Et donc, elle prend en main le truc avec nous, elle nous aide, et puis elle nous dit, bon, bah voilà, on va mettre l'argent là, alors, voilà. Et en fait, on produit comme ça. Et en fait, tu fais des arbitrages après. Donc, quand tu produis et qu'on te dit t'as tant pour le faire et que tu le fais avec l'argent que t'as. Et combien on vous a donné d'ailleurs? Je sais plus. C'était pas énorme. Genre, si pas le prix peut-être précis ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, produire un truc comme casting, tu vois, pour encore une fois des gens qui nous écoutent et qui sont en mode, tu vois, peut-être qui veulent proposer des trucs à Canal ou à d'autres plateformes. Combien ça coûte ce genre de programme, quoi? Bah en fait, c'est en bonne intelligence. C'est-à-dire Canal nous dit faites-nous un premier devis. Dites-nous combien ça coûte. Donc la dire de prod, elle dit bon bah voilà, s'il faut qu'on aille en studio, bon, essayons de trouver un studio pas cher, ou peut-être trouvons un décor qui existe et faisons croire que c'est notre studio. Donc c'est ça qu'on a fait pour la saison 1 quand même, on était dans un décor de commissariat d'une série. Tu vois, et on a fait croire que c'était un lieu de casting. Donc la saison 1, c'était vraiment à l'arrache. Donc tu vois, tu te débrouilles aussi beaucoup en fait. Tu trouves un décor, après tu trouves une chef costumière qui accepte de venir, et nous c'était la chef costumière de Comme des frères, pareil. Tu vois, enfin en fait c'est beaucoup à la débrouille, aux copains, tu Bien vois. Sûr. Pierre il venait avec des gens qu'il connaissait, moi je présentais des gens qu'on connaissait, Igor, nana. Et puis après les guests, pareil, c'est les copains qui veulent bien venir, ceux qui ont joué dans les films d'avant, et puis tu vois, et puis après certains qui venaient par curiosité, quand même quelques-uns, comme Jean-Paul Rouve, comme Julie Ferrier, enfin voilà, on a eu des gens qui sont venus comme ça pour rigoler. Et après, quand la saison 1 est diffusée, en fait ça marche, ça plaît et tout, et le Canal nous dit on veut une saison 2. Et donc là on se dit trop bien, on va faire une saison 2 pour le Festival de Cannes. Ouais. Donc là on va en studio vraiment, on construit un décor de Cannes genre. Elle coûte un peu plus cher, donc on dit ça coûte un peu plus cher, ils disent ok, tu vois, en fait ça se joue comme ça en fait, tu dis ça coûte un peu plus cher, je suis désolé, mais regardez on vous explique pourquoi, ils disent ok on comprend, donc en fait ils te débloquent l'argent pour, donc on arrive à le faire, tu vois.
Et t'apprends une tonne de trucs en faisant ça. Ouais, parce qu'en fait, t'es beaucoup dans la débrouille, et en même temps, t'as du budget, enfin, tu vois, t'es un entre-deux. Et les gars partent en délire, à vouloir faire venir encore plus de guests. Ouais. Bon, évidemment, et ça devient, voilà. Et puis, les gens ont vu le truc à la télé, donc ils commencent à vouloir plus venir. Ouais. Et on a eu plein de refus, hein, la saison 1, plein de refus. Mais même en saison 2, on a eu des refus de plein d'acteurs. Mais ça se comprend, au final, hein, parce que c'était un délire entre potes, tu vois, avec... au final, un vivier de talent de fou, parce que Pierre Ninet, Igor Gottesman, François Civil, Antoine Gouy, Ali Mariard, Benjamin Laverne, Natasha Andrews, Freya Mavor, il y avait Compiano aussi, il y avait du monde, quoi, tu vois, et c'était drôle de voir cette troupe bouillonnée de vannes en permanence, tu vois. Et voilà, donc... après saison 2, saison 3, et après, on a même fait un sketch pour les Césars, je crois, une année. Ah ouais? Ouais, que les Césars nous ont demandé de faire, qu'on a fait spécial pour les Césars, où Pierre, c'est le show de Pierre, où il est incroyable, et on a écrit pour lui, vraiment, et on a fait toute une vanne avec Laurent Deutsch, où il se moque de Laurent Deutsch. Il se moque de Laurent Deutsch dans l'épisode, qui est passé et en fait Laurent Deutsch se lève dans la salle, vient le voir sur scène, enfin voilà, on a joué tout un truc avec la scène, et voilà. Okay, enfin, voilà, on a développé le truc, on s'est marré, et après on a arrêté au moment où on nous demandait beaucoup plus. Ah ouais? Ouais. Genre quoi? Genre on nous demandait vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait je me souviens, on nous a demandé est-ce que vous voulez faire beaucoup plus d'épisodes, est-ce que vous voulez faire l'Olympia pour vous tout seul un soir, vous faites ce que vous voulez, est-ce que vous voulez faire une comédie musicale de casting, est-ce que vous voulez faire, enfin on nous a tout. Oui, c'est vrai que les groupes aiment créer des filiales de projets, quoi. Ouais. Mais c'était assez excitant, cool, ouais. Franchement, quand on nous le proposait, on trouvait ça cool. On n'était pas contre du tout, on était vraiment très redevable de ça, on les écoutait, on disait putain, ok, ça fait plaisir et tout, mais en fait il y avait un autre truc, c'est que tous les acteurs commençaient à tourner chacun de leur côté. Oui, en fait après il y a un point Pierre commençait à être vraiment je crois qu'il venait d'avoir son César avant la saison 3, je crois, ou après la saison 3, je me souviens plus. Ah ouais. Mais donc du coup pour Yves Saint Laurent, mais donc du coup il était très demandé, donc du coup parce que casting ça prenait beaucoup de temps en fait, hein. Je crois que pendant 4 mois on faisait que ça. Ah ouais. Parce que déjà à écrire c'est long. Pierre, il était monopolisé très longtemps, tu vois. Après, il y avait de la prépa. Après, il faut choisir tous les costumes, tous les décors, tous les accessoires, parce qu'il y avait plein de gags, de conneries qu'il fallait... Et après, il fallait tourner. Après, il fallait tout monter. Ça prenait du temps. En fait, ça prend beaucoup de temps. Et donc, très vite, au bout d'un moment... Et surtout, il y avait un autre truc, c'est qu'on s'était dit qu'on avait fait le tour. Ok. En fait, on s'est dit, ça va, on a fait... Enfin... On a raconté les trucs, tu vois. On a fait toutes les parodies de films qui existent, on les a faites presque, donc... Qu'est-ce qu'on va raconter d'autre, tu vois, on va reparodier ce qu'on a parodié nous. Igor peut-être faisait, écrivait ses séries. Igor faisait Five. Ah, Igor faisait Five, voilà, ok. Moi je faisais mon film, je faisais à ce moment-là Demain tout commence et avec Omar Sy et Mon Inconnu. Film que t'as réalisé? Que j'ai coécrit et réalisé, absolument. Et j'ai pas produit. Non, j'ai pas produit, qu'on m'a proposé, c'est une commande. Ok. Demain tout commence, ouais. Qui a produit? Philippe Rousselet et Stéphane Sellerier. Ok. Et donc Vendôme et Mars Film. Et en gros, c'est une commande qu'on m'a proposée à ce moment-là de ma vie où je venais de faire Comme des frères. Je venais de terminer d'écrire Mon Inconnu, que je voulais que ce soit mon 2e film. Mais j'avais une ambition pour ce film, je voulais qu'il soit vraiment à la working title, je voulais qu'il soit beau, stylisé, je voulais qu'il ait je voulais avoir les moyens de faire quelque chose de stylé, notamment pour tout ce qui se passe dans ce qu'il écrit, tout ça. Et puis même, je voulais pas que ça fasse petite rom-com française. D'accord. Et donc j'avais peur qu'avec le succès de mon premier film, qui était pas un succès 300 000 entrées, c'est formidable, mais c'était pas dingue. Ouais. Même s'il avait été nommé au César et tout, enfin tu vois, moi j'étais comme un fou. Mais pour le marché, ça dit pas que t'es capable de faire un film très très cher. Ok. D'ailleurs, Mon Inconnu coûte pas très très cher, mais coûte quand même le double de Comme des frères. Comme des frères, combien? Comme des frères, ça coûte 3 millions d'euros. Ok. Et Demain tout commence? Demain tout commence. Demain tout commence, ça coûte... Ici tout commence et Demain nous appartient, c'est sorti après, hein, je tiens à le dire. Genre, c'est une blague, quoi. Et Demain tout commence, moi, j'ai une vraie raison de l'avoir appelé comme ça, ce film-là. Mais, bien sûr. Mais en gros, Demain tout commence, ça coûte 16 millions, je crois. Ah ouais, donc d'accord. Ouais. Bon, rien à voir. Mais en fait, là aussi, c'est un coup de bol. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais fait que Comme des frères.
film qui avait pas énormément cartonné, et on me fait lire ce film sur lequel Omar est déjà dessus en tant qu'acteur. Et on me fait lire ce scénario. Laetitia Galidzine, qui était ma productrice à l'époque, me fait lire ce scénario et me dit c'est pour un autre réalisateur, très très confirmé, très très star. Mais ça se trouve, on peut pas le faire avec lui. Ils vont pas pouvoir le faire avec lui parce que le planning marche pas et tout, et que on était en avril, je me souviens, mars-avril, et Omar doit tourner ce film qu'en septembre. Genre, il y a pas le choix, c'est de septembre à décembre, et ciao. Ok. Et il y a une histoire de droit aussi, parce que c'est un remake d'un film mexicain. Et si on ne tourne pas à ce moment-là, on doit renouveler les droits, il coûte une fortune. Enfin, bon, bref. Moi, je dis d'accord, mais je sais pas quoi vous dire. Est-ce que tu veux bien le lire? Parce que Omar considère aussi qu'il y a des trucs dans le scénario qui vont pas encore. Okay. Il y a un truc qui va pas. Je le lis, et moi, je me dis vraiment amicalement, je leur dis ce que je pense du scénario, mais pas une seconde, je me dis qu'ils me le proposent en tant que réalisateur. Okay. Et donc, alors tu te dis quoi, en tant que conseil, genre? Ouais, pote, voilà, okay. Ils aiment bien ma sensibilité, je sais pas, donc je donne conseil, tu vois, je donne conseil, mais je donne mon avis sur le scénario, mais genre vraiment à bâton rompu, genre je m'en fous, je m'en bats les couilles complets. D'accord. Je tape tout ce que je pense du scénar, je dis bah écoute, franchement, ça je trouve ça too much, ça j'y crois pas, ça oui, ça non. Si c'est pour Omar, si c'est un papa aujourd'hui, pour moi ça doit être un papa beaucoup plus moderne que ça. Là, c'était un chevalier, il faisait de l'épée avec sa fille et tout, je sais pas. Il y avait des trucs que je trouvais pas crédibles, il y avait des lettres. Moi, je dis, mais les gars, aujourd'hui, on se parle sur Facebook, sur Insta, Facebook, Insta, on s'envoie des mails, enfin bref. Bref, je donne toutes mes notes et tout. Et en fait, les notes vont jusqu'à Omar qui dit, mais c'est exactement ce que je pense du scénario. Donc, j'aimerais bien le rencontrer, est-ce que ça t'intéresserait? Et moi, je me dis oui, si vous voulez, mais je sais pas si, enfin, tu vois, je me pose la question. Et je dis, faut réadapter le film. Enfin, moi, faut que je me l'approprie, voilà. Mais attends, à ce moment-là, quand on te demande de faire un truc qui est quand même une exceptionnelle proposition. Alors voilà, moi je le vois vraiment comme un cadeau, parce que je me dis, je sais pas si j'aurais, est-ce que j'aurais écrit un jour un film pour Omar Sy, je ne sais pas. Voilà. J'adore ce mec. Il a fait Intouchable, machin. J'adore ce mec, je le trouve hyper intéressant et tout. Et je me dis, est-ce que moi, de moi-même, je vais écrire un film pour lui? Je sais pas en fait si j'ai la sensibilité pour. Donc là, c'est une chance, il est déjà sur le film. Bah oui. Et donc j'ai un rendez-vous avec lui. Et je me souviens, je vis seul à Paris à ce moment-là avec mon fils de 5 ans, 4-5 ans. Et ça joue énormément. Parce qu'en fait, ma femme part tourner un film en Thaïlande. Ah, ta femme est aussi dans le cinéma? Elle est script. Okay. Elle était script. Trop cool. Et donc, en gros, elle part 2 mois et demi en Thaïlande. Donc, je suis seul pour la première fois de ma vie avec mon fils. Et le film, c'est un père avec sa fille. Voilà. Ah ouais. Et en fait, je me rends compte à quel point ça n'a rien à voir de juste un week-end. Ouais. Je suis tout seul. Vraiment. Tu vois, tous les jours, tout le temps. Et je me dis, c'est drôle que je reçoive ça à ce moment-là. Et mon fils, jamais je dis oui à ces trucs-là, mais l'école de mon fils me demande de l'accompagner à une sortie d'école. Je peux crever de ces trucs-là à la base. Hein, pourquoi? Parce que, je sais pas, ça m'angoisse, les parents d'élèves, tout m'angoisse, de parler aux gens, je sais pas, est-ce que je vais bien m'entendre, je sais pas. C'est une angoisse, tu vois, je me dis ça va être un cafard, je sais pas, est-ce qu'on va aller voir une poterie bancale, un mec qui fait de la poterie, je sais pas, je me fais un film de ce truc-là. Petit caf. Okay. Je me fais un film de ce truc-là, mais j'apprends que c'est pour aller au Max Linder pour voir un film. Et de Chaplin. Ah, très donc sympa. Je me dis, si j'y vais pas là, je suis le pire père du monde indigne, tu vois. Bah oui. Donc j'y vais. Et j'y vais, et je me souviens que dans ma note, je dis, c'est pas crédible. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Demain tout commence, spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, je dis, c'est pas crédible qu'une mère abandonne son enfant de 3 mois au début d'un film. Je n'y crois pas. Ok. Hors de question, en fait. C'est pas possible. Et on me dit, mais si, ça marche trop bien dans le film original mexicain et tout. Je dis, mais non, les gars, c'est horrible. J'y crois pas, je la déteste déjà, en fait. Et ça fait partie de mes notes, quand même. Tu vois, de mes premières notes. Et c'est le pitch du film, quand même. Ouais, grave. Et en fait, je vais voir le Chaplin. Je sais pas ce que c'est comme film. Et je m'installe dans la salle avec mon fils et tous les gamins et la maîtresse, tu vois. Et c'est le Kid de Charlie Chaplin. Okay. Et le film s'ouvre. Et il y a écrit une phrase en anglais qui dit cette histoire avec des rires et une larme. Un truc comme ça. Qui est exactement ce que j'aime faire. Tu vois. Et en plus, la première scène du film, c'est une homeless, une femme sans domicile qui abandonne son enfant dans des poubelles. C'est ça la première scène du film. Et je suis là, et je regarde mon fils, et je suis tout seul avec lui à Paris pendant 2 mois. Je reçois le film.
il y a ça, je me dis, ok, il y a un moment donné, regarde un peu les signes qu'on t'envoie. Bah, carrément, attends, il y a que des signes dans ta carrière, hein, depuis le début, je trouve. Je sais pas, mais donc, bref. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, en fait, je suis curieux, je vais au bout, tu vois, de l'idée. Et je rencontre Omar. Et il me rencontre, on se rencontre, et c'est assez marrant parce qu'il me teste un peu, on en a reparlé depuis parce que c'est devenu un ami et tout. Et il me teste un peu, il est marrant parce qu'il essaye un peu de faire son mec charismatique. Il a pas besoin de beaucoup le faire parce qu'il l'est. Ouais. Et il me dit, tu te sens capable de le faire, ce film? Parce que c'est vrai que moi j'avais fait un film à 300 000 entrées, un petit film à 3 millions. Et là, il y a des cascades, ça se tourne à Londres, en anglais, avec une gamine métisse qu'il faut trouver. Et il faut tourner en septembre, on est en avril, et en vrai, faut tout réécrire. Donc en fait, il me dit, tu te sens capable? Et en fait, je lui dis, bah, je crois, ouais. Je crois que je me sens capable. Maintenant, je te mentirais si je te disais que je me sens capable dans 3 mois. Donc en gros, je te propose, j'essaye d'écrire. Si pendant les 3 mois, on le trouve le film, on le trouve ensemble, c'est-à-dire que je t'envoie, nanana. Ouais, t'es dispo, quoi. Rends-toi dispo, en fait. Je t'envoie, tu reviens, les producteurs aussi, bien sûr, et tout. Si vous sentez qu'on est sur la bonne voie, là oui, je me sens capable. Mais on se donne la possibilité que pas. Et donc du coup, vu qu'ils connaissaient tous l'histoire, tu vois, les producteurs, Omar et tout ça, je faisais, donc avec mes 2 co-scénaristes, Jean-André Yerlès et surtout Mathieu Houillon, qui était l'auteur de Radio Star. Iconique, ce film, c'est un de mes films préférés. Voilà, et donc c'est le co-scénariste de Radio Star, donc il venait de faire Radio Star, et je lui dis, est-ce que tu veux venir faire Demain tout commence avec moi, parce que j'adore, et que Romain Lévy a coécrit, bien sûr. Bien sûr, et réalisé. Et réalisé. mais avec Mathieu Houillon, qui est un mec super, et en fait, Mathieu Houillon, je lui dis, est-ce que tu veux venir écrire ça? Il avait déjà 1 ou 2 gosses, il était dans les couches, dans les délires, et donc il me dit, bah ouais, gars, ça me parle trop, on va faire des vannes là-dessus, ça me va très bien. Et en fait, je me dis, il va m'amener de la modernité aussi, il va m'amener un truc un peu moins pépère que ce qu'était le film d'avant. Et voilà, et donc on coécrit, et en fait ce qu'on fait, c'est que pour pas perdre de temps, on envoie 20 pages par 20 pages du scénario, vu que tout le monde connaît. Et moi je m'efforçais à faire en sorte qu'au bout de ces 20 pages, il y ait tout le temps un peu un cliff, comme dans les fins d'épisodes de série, tu vois. Pour que je les chauffe. En fait, je disais, j'écrivais to be continued à chaque fin de 20 pages. Non, mais en fait, un film, c'est un produit, hein, donc tu dois accrocher, marketingment parlant, tes acheteurs, quoi, en fait, c'est quelque ça. part. Et donc, j'étais tout le temps en train de dire à mon co-scénariste, putain, faut qu'on trouve un truc un peu qui hype la fin de nos 20 pages, ou de nos 40, ou de nos 60, pour qu'ils aient envie de continuer à lire, en fait, tu vois, parce qu'en fait, on est un peu sur la sellette tant qu'on n'a pas tout livré. Et donc du coup c'est pour ça que le film est un peu construit comme ça. Si tu regardes toutes les 20 minutes, il se passe vraiment un truc un peu foufou. Ok. Donc en fait ça n'a aucune logique intellectuelle à part celle de rester sur le projet. Et en fait on a écrit le film comme ça. Et en même temps en parallèle fallait trouver la gamine métisse qui jouait bien, bilingue, full bilingue anglais-français, préparer le tournage à Londres, trouver des acteurs anglais, préparer les cascades, voilà. Et ça on a tout fait jusqu'en août. Et on a tourné de septembre à décembre. Énorme. Donc ça c'est vraiment un truc fou, quoi. Challenge accepted et on y va, c'est parti, on va voir. Et on va voir si on y arrive. Et moi c'était j'avais le côté j'avais pas du tout peur de faire un grand film avec des moyens. Ça me faisait, je sais pas pourquoi, ça me faisait pas peur. Et en vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire que faire un film, faire un film à 300 000 euros, faire un film à 3 millions ou faire un film à 30 millions, c'est la même chose. C'est-à-dire que je m'explique, c'est-à-dire que t'as plus de moyens pour le faire, donc tu peux faire plus de choses, évidemment. Mais en vrai, en tant que metteur en scène, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Moi, je me souviens de la patronne de TF1, quand elle a financé Demain tout commence, j'ai fait un rendez-vous chez elle pour la convaincre, tu vois, avec les producteurs. Elle m'a dit, vous êtes notre plus gros investissement de l'année quand même, hein, vous le savez. Tu vois, c'est TF1 et tout, enfin, c'est gros, tu vois. Et j'ai dit, vous savez, pour moi, c'est pareil, hein. Il y a qu'une seule chose qui compte, c'est que Omar et la petite fille, quand ils se regardent dans les yeux, on a envie de les aimer. Et ça, il n'y a pas d'investissement là-dessus. Ouais, c'est vrai. En fait, l'argent pour faire le film, c'est génial. Et ça va mettre le film à un endroit, c'est trop bien. Mais le film, il sera réussi que si ça, on le réussit. Et donc, en fait, moi, la pression, je me la mettais à cet endroit-là. Je me la mettais à l'endroit de la chimie entre elle et lui, dans l'élégance et la pudeur de l'émotion, dans le rire, la place du rire. Voilà, je la mettais là-dedans, dans ce qui était dramaturgique, dans ce qui était assumer un mélo dans la deuxième partie du film, assumer un mélo à l'américaine dans la deuxième partie du film,
Enfin voilà, moi je la mettais là-dedans, tu vois. Et pourtant, donc en fait, j'ai pas senti la pression de ces chairs. Ok. Même si le tournage est plus gros, le tournage est énorme, les décors sont plus gros, que les costumes tout est plus gros, bien sûr. Ouais. Et tu tournes en hélicoptère, un bateau, Marc conduit un bateau sur la Méditerranée, puis la scène d'ouverture, tout le monde, toute l'équipe est harnachée dans des calanques pour filmer un gamin qui est au-dessus d'une falaise. Tout est compliqué. Faudrait que je le revoie, ce film. Je l'ai vu il y a longtemps. En fait, je l'ai vu quand il est sorti. Il me semble même que je l'ai vu au ciné. Ouais, probablement. Et c'est 2016, 15 Ouais, en 2015, j'allais dire, ouais. C'est ça, ouais. Voilà, et donc, moi, je me suis éclaté à faire ce film. Je l'aurais jamais écrit, je pense, de moi-même. Raconter l'histoire de ce père, et au final, l'histoire est venue à moi. Et par contre, elle est devenue très personnelle. Bah oui. Parce que c'est moi qui ai proposé le titre Demain tout commence, parce que c'était le titre du bouquin de ma grand-mère. Okay. Ma grand-mère avait écrit un bouquin qui s'appelait Demain tout commence, et c'était un peu sa phrase mantra, quoi, tu vois. C'est comme Claude Lelouch qui dit les plus belles années à vivre sont celles qu'on n'a pas encore vécues. C'est vrai. Ça ressemble un peu. Hein. C'est un truc de cette génération quelque part, parce que moi, ma grand-mère, elle disait tout le temps Demain tout commence, alors que ses parents sa mère était dans les camps quand même pendant 2 ans et elle est revenue. Son père était grand résistant, c'était un peintre, grand résistant. Elle a perdu son fils unique qui était mon père. Enfin, elle a eu une vie costaud, tu vois ce que je veux dire. Et ben même après tout ça, elle disait tout le temps, c'est qui les jeunes, où est-ce que je peux aller au théâtre voir des nouveaux gars, quel film il faut me montrer pour que je sache c'est qui les nouveaux. Demain tout commence. Et c'était une phrase de Bachelard, d'un philosophe qu'elle adorait. Ouais. Et elle disait tout le temps Demain tout commence. Et donc c'était le titre de son livre. Elle a écrit une autobiographie. Stylé. C'était le titre de son livre. Génial. Et donc moi un jour parce que ça s'appelait Daddy Cool le film avant. Okay. Je me crevais. et le film original s'appelle Instructions Not Included. Donc genre mode d'emploi non inclus. D'accord. Improbable. Et donc du coup moi j'ai dit écoutez voilà, j'ai écrit un monologue de fin qui est une voix off d'Omar, qui raconte tout ce que je veux que le film véhicule. C'est-à-dire, même si tu traverses des drames incroyables, et ben en fait, la vie est faite que demain tout commence. Il faut que tu te le mettes dans ta tête, parce qu'en fait, sinon tu vas ne faire que reculer. Donc c'est ce truc que ma grand-mère m'a un peu transmis, tu vois, de par son histoire et comment elle me l'a transmis. J'ai eu envie de le mettre dans le film. Et c'est quand même l'histoire d'un papa qui cache à sa fille qu'elle est malade. C'est quand même un truc fort. Et donc j'ai écrit ce monologue de fin qui se termine par Demain tout commence, parce que je voulais que ce film se termine par un sourire. Parce que sinon, laisse tomber. Moi, je me tire une balle, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Le film est trop glauque. Et d'ailleurs, le film original, il se termine très, très glauque. Dans l'ambiance, ça me fait penser... C'est peut-être aucun rapport, mais c'est La vie est belle, quoi. Ouais. On cache à un enfant la Shoah, etc. Évidemment. Et il y a aussi Pursuit of Happiness avec Will Smith et son fils, quoi. Exactement. C'était ça un peu. La vie est belle de Benigni, parce que La vie est belle de Capra est un de mes films préférés, et ça c'est plus mon inspiration sur Mon Inconnu. Okay. Mais La vie est belle de Benigni à fond. Benigni, ouais. Évidemment. Et bien sûr, La poursuite du bonheur avec Will Smith et son fils. Ouais. Grosse référence. Ouais, bah oui. Sur le duo Will Smith, enfin bon, c'est évident, quoi. Le film est bouleversant. Ouais. Mais avec un sourire. Ouais. Et vraiment, moi, c'était important. Et donc, du coup, j'ai écrit ce monologue de fin. J'ai dit, voilà, j'aimerais que le film se termine par « Et demain, tout commence, les amis ». Ouais. Ce qui est dur. Énorme. Mais ma grand-mère, elle m'a montré ça. Elle a perdu son fils. Et je l'ai vu. Et il se trouve que c'est mon père. Donc, je l'ai vécu, tu vois. Elle a perdu son fils unique. Et elle disait toujours « Demain, tout commence ». Donc, en fait, il fallait que je mette ça dans ce film, tu vois. Et donc, du coup, le film se termine par cette phrase-là, avec Omar qui sourit alors qu'il est en pleurs. Et donc je leur ai dit au producteur, voilà, j'aimerais changer le titre, est-ce que vous êtes OK, j'aimerais que ça s'appelle Demain tout commence. C'était en prépa, hein, c'était avant le tournage. Et je leur ai expliqué pourquoi, et ils ont dit, ils étaient les larmes aux yeux, ils ont dit, mais oui, bien sûr, c'était génial. Et la boucle de la boucle, qui est folle, c'est peut-être trop intime, on s'en fout, mais tu pourras couper. Je couperai pas. Mais c'est qu'en gros, je suis parti tourner en septembre, mi-septembre, et donc ma grand-mère, je la voyais énormément. Et juste avant de partir, je vais déjeuner avec elle, et on déjeune tous les deux. 84, tu vois, 88 presque, 88, et elle me dit, et je lui dis, elle me dit alors vas-y et tout machin, qu'est-ce qu'il y a, et je lui dis en fait je voulais juste te dire que là je partais tourner 4 mois, donc en fait on va pas se voir pendant 4 mois, et je voulais te dire que j'avais appelé le film Demain tout commence, et c'est trop cool. Bah oui. Et elle me fait ça c'est bien, et elle m'a checké dans la main comme ça très fort, et je suis parti tourner et elle est morte pendant le tournage.
Wow. Et donc en fait donc le film lui est dédié. Okay. Et donc le signe il est fou quoi. Ah ouais. Voilà. Ah c'est pour ça que c'est très personnel au final. J'adore en tout cas le fait que les la boucle est bouclée quoi. Ouais. C'est un délire. Putain, voilà. T'as vachement aucun rapport avec le décès de ta grand-mère, mais t'as vachement d'intuition, je trouve. En tout cas, ça c'était particulier. Mais après, ça raconte rien sur comment on fait des films. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Tu vois, c'est assez étonnant. Plein de trucs de comment on fait des films. En tout cas, de savoir regarder ce qui t'entoure. Bah ouais. J'adore. Ce podcast est incroyable, juste je te le dis. Ok, enfin d'accord. Et ensuite, il y a l'aventure Mon Inconnu. Ouais. En parallèle, je fais La Cage Dorée et Miss, film de mon pote Ruben. Et Casting. En prod. Ouais. Voilà. Et co-scénariste sur l'un et co-réal sur la 3e saison de Casting. Ouais. Moi, mais pour le plaisir à chaque fois, c'est vraiment accompagner les gens. Et puis après, je fais Mon Inconnu, mais en fait que j'avais terminé d'écrire avant Demain tout commence. Gros succès, Mon Inconnu. Ouais. Combien de millions d'entrées Demain tout commence plus. Hein. Ouais. Demain tout commence, c'est 3,5 millions. Ah ouais. Et plus d'1 million à l'international. Ouais. Énorme. Ouais, non, c'est énorme. Ça fait plus d'1 million en Allemagne, plus d'1 million Est-ce que c'est à partir de ce succès-là? Enfin, Casting, c'est un énorme succès en réalité. Donc, quand est-ce que tu te dis, en fait, dans ta carrière, putain, attends, là, c'est le succès de Demain tout commence, il est énorme. Ouais, là, tu te dis, attends. Quand on le sort le film, je m'attendais pas à ça. C'est fou. Omar a sorti d'autres films entre Intouchable et mon film qui ont moins bien marché. Donc, tu vois, il y a un truc où je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais qui ont marché, hein, mais. Et je me dis, les gens se prennent d'amour pour le truc et le film tient longtemps. Tu sais, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc ça, c'est trop bien à vivre. À l'inter, c'est trop bien à vivre. De voir des gens à l'autre bout du monde. Et dans le milieu, tu sens que les gens sont intéressés, que plein de gens veulent travailler avec toi, que t'es sollicité, que tout ça. Oui. Évidemment. On te donne un crédit pour faire un film, en fait. Et du coup, je peux faire Mon Inconnu avec les moyens que je veux. Et Mon Inconnu, gros budget? En fait, Mon Inconnu, non. Ça coûte 6,5. Ouais. Ce qui est beaucoup, hein. Mais, tu vois, mon premier, c'est 3. Mon deuxième, c'est 16. Et mon troisième, c'est 6,5. Donc, en fait, ça dépend où ça se situe, tu vois. Mais, et Mon Inconnu, ça coûte 6,5, un truc comme ça, je crois. Et en gros, c'est les moyens dont j'ai besoin pour le faire bien. Et là où vraiment Demain tout commence m'aide énormément à faire ce film, c'est que j'impose mes acteurs. Ok. Parce que moi, on m'impose d'autres acteurs. Ah bon? Ouais. Ok. Enfin, c'est un film que j'ai écrit depuis comme des frères, hein, donc c'est un film ultra perso. Igor a coécrit, non? Igor a fait partie de l'écriture. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que structurellement, le film, il avait besoin d'être hyper carré, hyper solide. Moi, je voulais pas que ce soit approximatif. Ouais. Je voulais que ce soit solide structurellement. C'est-à-dire qu'on ait toujours une surprise, qu'il y ait vraiment un gros midpoint au milieu du film, où le film se renverse dans l'autre sens. Parce que ce pitch-là, moi, il m'éclatait. Je l'adorais. Mais je me disais, putain, faut être à la hauteur de ce pitch, en fait. Tu vois? Comment t'es à la hauteur du pitch que t'as créé? Parce que tu peux t'en contenter et faire 1h30 là-dessus. Uchronie? Ouais. Une uchronie, c'est quoi? C'est quand on te montre une vie autre que celle que tu as eue. C'est-à-dire qu'en fait, t'as deux chemins. Et toi, t'as choisi gauche, on te montre droite. Et tu vois ce que ça aurait été. Donc, c'est ça, l'Uchronie. Et il y a ça dans La fin de la vie est belle de Capra que j'invite à tout le monde à voir parce que c'est un grand film. Et il y a Noël qui arrive. Et c'est le film de Noël par excellence. Allez. Qui est un chef-d'œuvre absolu. Et en fait, ce film-là, à la fin du film, cet homme, c'est un film assez social, mais super, vraiment magnifique. Ça se passe à Noël. À la fin de ce film-là, ce mec est prêt à se jeter de désespoir. Et je le spoil pour les gens qui l'ont pas vu, mais bref. et un ange arrive. C'est vraiment barré. Hein. Un ange arrive et lui dit tu vas pas faire ça. Et il dit mais je suis rien en fait. Je suis rien pour ce village. Je suis rien pour ma famille. Je suis rien pour personne. Et il lui dit moi je vais te montrer ce que t'es. Et en gros, il traverse tout le village et il montre tout ce qu'il a été pour le village, tout ce qu'il aurait été pour le village s'il ne se suicidait pas. Et c'est sublime, c'est vraiment sublime. Et moi, ça m'a vachement inspiré pour le début de Mon Inconnu, en gros. Ok. Tu vois. Et aussi parce que ça venait d'une angoisse perso, je pense, de me dire qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas rencontré ma femme à l'âge où je l'ai rencontrée, parce que je l'ai rencontrée jeune. Et quel âge? 19 ans, 19 ans. T'es toujours avec elle? Ouais. Ok. Et en fait, en gros, elle a été script, elle est devenue script. Moi, je suis devenu metteur en scène avec elle, quelque part, Bah oui. tu vois, en cours de route.
Et je ne sais pas ce que j'aurais été si je ne l'avais pas rencontré. Script, c'est... La script, c'est la personne qui est sur le plateau à côté du metteur en scène ou de la metteuse en scène tout le temps, et qui est la personne qui comment dire, c'est la mémoire du metteur en scène ou de la metteuse en scène. En gros, c'est la personne qui a le scénario. C'est pour ça qu'on dit script. Il y a quelques mecs maintenant qui font ce métier, mais c'est très féminin comme métier. Il y a quelques gars, 2-3 gars. Mais c'est pour te dire, même dans les films américains, on disait script girl. C'était carrément, c'était girl dans le mot, tu vois. Mais maintenant, il y a des gars qui font ça. Parce que c'est un métier de mémoire, un métier d'observation. C'est un métier qui est connecté à tous les corps de métier. Donc, t'es la mémoire du metteur en scène. Tu es la mémoire du scénario. Tu sais, vu que tu tournes dans le désordre d'un film. Tu tournes jamais dans l'ordre. Oui, bien sûr. Il faut que tu rappelles à tout le monde ce qui s'est passé juste avant, juste après. Et elle est... Et en fait, c'est la mémoire de tout le temps. Les raccords, si là, mon verre d'eau, machin, bon, ça, c'est des trucs faciles. Et puis après, c'est énormément avec les acteurs. Une bonne script, ou un bon script, c'est une personne qui est extrêmement proche des acteurs, qui sait les mettre au bon endroit de ce qu'ils étaient avant comme émotion, de les aider. C'est la mémoire de tout. Elle dirige un peu, enfin elle dirige pas, mais elle dirige pas, mais elle rappelle au metteur en scène. D'accord. Où est-ce qu'on était avant, où est-ce qu'on sera après. Elle pense au montage, c'est-à-dire que par exemple, si tu dis, moi je vais tourner cette scène, je vais faire un plan large, je vais faire un plan serré d'elle, voilà, ça me suffit, imagine, ok. Elle va dire, pardon, hein, mais si on ne montre pas ça avec un autre plan, tu vas pas pouvoir monter ta scène. Donc moi, je te conseille de faire aussi ce plan-là. D'accord. Donc elle est dans la mise en scène vraiment, elle pense au montage, elle pense au plan, au cadre. Elle regarde la scène, elle dit, je suis désolé, mais ça c'est pas couvert, il faut aller le raconter. Tu vois, donc c'est ça, c'est vraiment une partie prenante dans la mise en scène. D'accord. Voilà. Donc bref. Et donc l'angoisse la question que je me suis posée, c'est pas une angoisse, mais c'est vraiment une question c'est est-ce que je serais devenu le metteur en scène que j'ai la chance d'être si je l'avais pas rencontré? Je me suis juste posé cette question-là. Et du coup, je l'ai projeté sur un mec qui devient un connard, évidemment, parce qu'il faut pousser les curseurs. Et je me suis dit que ce serait très marrant de voir que c'est elle qui est dans la lumière, et que c'est ça que ça raconte à la fin aussi, c'est que trop stylé. C'est elle qui est dans la lumière et pas lui, et qu'en fait c'est pas grave du moment qu'ils s'aiment. Enfin voilà, que c'est plus important ça, que elle atteigne son rêve plutôt que lui. Et surtout, on s'est vachement inspiré d'un autre film. On s'inspire de 1000 films tout le temps, qui a rien à voir en plus, qui est Seul au monde. Tu vois ce film avec Tom Hanks? Ouais, bah oui. Castaway. Oui, avec le ballon. Wilson. Bah oui. Et il y a une scène géniale à la fin du film Seul au monde où Tom Hanks, après avoir vécu pendant 2 heures de film sur une île déserte tout seul, rentre dans sa ville, rentre dans sa maison, enfin, pas dans sa propre maison parce que sa maison a été réinvestie par sa femme et le nouvel homme de sa vie. Et bref, ils ont une discussion tous les deux. Et il remonte dans sa voiture, il part, elle monte dans sa voiture avec lui sous la pluie parce qu'elle sent qu'elle l'aime plus que tout. En fait, au fond d'elle-même. Ils se regardent tous les deux, elle est trempée parce qu'elle était en nuisette, évidemment, en train de prendre un café avant. Et il sort, je me souviendrai toujours de ce plan, il sort avec sa voiture, il fait une marche arrière, il recule dans la rue principale, il la regarde, et il se rend compte que non, c'est plus ça sa vie. À elle, il pense à elle avant tout. Et qu'elle se trompe, en fait. Et il la ramène, et refait le chemin vers là, il la ramène chez elle. Ok, je vais re-regarder ça. Et il repart, seul. Et en fait, il se sacrifie parce qu'il sait que sa vie à elle est bien là maintenant. Et en fait, nous, on s'est vachement inspiré de ça pour la fin de Mon Inconnu quand il jette le manuscrit. Parce qu'on trouvait ça très fort que de twister la fin. Même s'il y a plein de gens qui étaient énervés, qui retournent pas dans la vie d'avant et tout. mais moi, je trouvais ça plus étonnant, quoi. Un peu plus marrant. Énorme succès aussi. Succès. Succès de ouf. Succès combien cool. d'entrées? Je suis en mode combien? 700 000, je crois. Mais c'est pas si ouf, hein. Ouais, mais en fait, le truc qu'il y a sur ce film, film, dans les têtes, je trouve, ce film. Ouais, non, mais c'est trop bien. Et surtout, depuis qu'il est sorti sur Netflix, il cartonne. Il s'est passé vraiment un truc un peu improbable. Comme s'il avait une deuxième vie de plein de gens qu'il n'avait pas vu, quoi. C'est assez marrant. Mais en fait, tu sais, moi, Mon Inconnu, c'est sorti avec François Civil, Joséphine Japy et Benjamin Laverne, qui n'étaient pas 3 talents très connus. Hein. Et moi, je me suis battu pour que ce soit François Civil. Battu. Parce qu'il voulait d'autres acteurs. Ouais, moi, j'ai notamment eu des financiers, je vais pas dire lesquels, très très importants, genre quasiment les plus gros, qui m'ont dit on adore ton scénario, qui l'ont lu en 24 heures, on adore ton scénario, je sortais de Demain tout commence, donc les gens le lisaient. Ouais.
j'adore ton scénario, on veut le faire et tout machin, rom-com à fond et tout machin, mais François Civil, c'est juste le mec rigolo dans Five. Et moi je disais mais vous êtes des fous, vous avez rien compris. Vous avez rien compris et vous allez voir que dans 3 ans vous le voudrez tous. Parce que c'est une star, François. Et puis c'est un héros romantique en plus. Et c'est, avant toute chose, un grand acteur. Et moi, je voulais que ce soit lui, quoi. Je pensais à lui en écrivant et tout. Je voulais que ce soit lui. Donc voilà, écoute, et puis je suis allé chez des partenaires financiers qui ont accepté ça. Qui m'ont dit, écoute, oui, ok, nous on te suit sur ça. Mais il y en a qui m'ont dit, allez, prends un tel. Je dis un tel parce que il y a des noms fous. Vraiment des noms fous. Et j'étais là, je disais, ah bon, mais c'est tellement pas moi. Enfin, vous voyez que c'est pas le délire. Ouais, mais les gens, ils essayent, tu vois. Ils se disent, bon, c'est ce qui marche là, tu vois. C'est énorme aussi de réaliser un film où l'acteur, il était quand même assez connu, hein. François Civil, à cette époque, c'était quand même... Il commençait, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a tourné la même année dans Le Chant du Loup, Mon Inconnu, et le film avec Binoche. Mais en fait, avant ça... Oui. Tu vois. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, il est sorti sur Netflix, quoi, cette année? Le film? Ouais, je crois, au début d'année. Et aujourd'hui, c'est une énorme star. Énorme. Et bah, du coup, en fait, les gens découvrent le film avec un gros acteur. Parce qu'il est chambé, parce que c'est un grand acteur, point. Enfin... Déjà, à l'époque de casting, si tu revois les épisodes, déjà, ce qu'il fait, c'est dingue. Déjà, même quand il faisait Burnout, quand il fait d'autres films, il est très, très fort. C'est un grand acteur. En comédie, en émotion, en tout. Ah non, mais grave. Donc de toute façon, il n'a pas besoin de... je pense qu'il n'a pas eu besoin de ces films-là pour devenir ce qu'il est. Il se trouve que c'est ces films-là qui l'ont amené quelque part. Et tous ceux d'après, d'ailleurs. Hein, les Trois Mousquetaires, L'amour ouf, tu vois. Mais son talent aurait explosé quoi qu'il arrive, c'est sûr. Trop fort. Mais voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas eu les acteurs que je voulais. Enfin, pardon. J'ai pas eu les financiers que je voulais pour les acteurs que je voulais. Mais c'était pas grave. Un homme de conviction, Hugo Gérard. Non, mais surtout, c'était eux. Et puis, il y avait un autre truc, c'est que moi, je voulais pas que ce soit un tel connu qui tombe amoureux de une telle connue. Ça me saoulait. Ouais. Parce qu'en fait, ça me saoulait. Alors que François était pas encore vraiment celui qu'on connaissait, tu vois, évidemment pas la star qu'il est aujourd'hui. Joséphine Japy non plus, Benjamin Laverne non plus, et donc du coup, la star c'était l'histoire. Ouais. Et du coup, je me disais, putain, on va tomber amoureux d'eux parce qu'on va s'identifier à eux. Donc voilà, c'est ça qui me plaisait en fait. Et c'est grâce au succès du film d'avant que j'ai pu faire ça, je pense, vraiment. Bon là, ça fait 1h45 qu'on tourne, mais il faut quand même qu'on parle du film de Daniel Auteuil. Ouais, carrément. Quand même. Enfin, t'as produit un énorme film là. Écoute, j'ai produit un film de Daniel Auteuil. Ouais. Qui est un mec, une rencontre extraordinaire que j'ai fait avec ce gars. Qui est extrêmement... C'est son premier film. Humble. Alors non, c'est comme son premier film. D'accord. C'est-à-dire que Daniel, il a déjà réalisé 3 films. Ok. Il a réalisé La Fille du Puisatier, il a réalisé 2 autres films qui sont les films adaptés de Pagnol, qui sont des films de patrimoine un peu classique, tu vois. Le château de mon père et... Non, le château de ma mère et la gare de mon père, justement, c'est Yves Robert. Donc ça, c'était le mari de ma grand-mère. Pas mon grand-père, mais le mari de ma grand-mère. Waouh. Mais Daniel a réalisé d'autres films de Pagnol, d'autres histoires de Pagnol. Il a fait Marius, César, je sais plus. Ok. Et donc il a déjà fait des films, mais quand on a voulu faire ce film avec lui, avec ma coproductrice qui se trouve être la fille de Daniel, qui est mon associé, Nelly Auteuil, qui est mon associé. Mais moi je connaissais pas Daniel, je l'avais jamais vu avant. Sa fille. Sa fille est ton associé. Sa fille Nelly Auteuil est une de mes associés. Depuis toujours sur ta boîte? Non, pas du tout, là, depuis 3 ans. D'accord. Depuis quelques temps. Et au bout d'un moment, elle m'a amené ce film-là. C'est elle qui me l'a amené, qui me l'a proposé, en me disant, j'aimerais bien faire un film sur ce bouquin-là, qui est adapté de Mémoires d'un grand avocat pénaliste, qui s'appelle Maître Mot, blablabla. Et notamment une nouvelle à l'intérieur, qui est une vraie histoire, qui est démente, qui est celle du film. Et elle me dit, j'aimerais beaucoup... je l'ai fait lire à Daniel... il serait très intéressé pour le réaliser. Et j'ai dit, viens, on en parle. Et en gros, j'ai rencontré Daniel et j'ai adoré le gars parce qu'en gros, il m'a dit, c'est mon premier film. Donc, ça rejoint ce que tu penses. C'est qu'en gros, il dit, je repars à zéro et c'est comme si je faisais mon premier film. Et vraiment, c'est le cas quand tu vois le film. C'est vraiment un film qui est une proposition artistique, vraiment singulière et tout. Et j'ai adoré cette démarche d'un mec de plus de 70 ans
qui dit je fais mon premier film. Si vous avez des problèmes d'argent, dites-moi, je vais trouver un endroit pour que ça coûte moins cher. Enfin, qui a l'énergie d'un jeune gars, d'un jeune metteur en scène, et qui est humble, et qui est extrêmement travailleur. Un truc de fou. Et ça a été un bonheur de faire ce film, de A à Z, de l'écriture au tournage, au montage, à la sortie, au film qui va à Cannes, sélectionné à Cannes et tout machin, le film qui sort, le film qui marche de fou, on est à 700 000 entrées. Enfin, alors que c'est un film noir, un film de procès, tu vois. Oui, tu cartonnes. Et ça, c'était fou. Enfin, t'es trop fort. Non, arrête avec ça. Non, mais en vrai, mec. Non, mais là, c'est lui qui est trop fort, franchement, c'est Daniel. Bon. Ouais, mais c'est toi le producteur. Avec Nelly, on a produit le film, mais on l'a accompagné. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, on a de la chance et peut-être du pif, parfois, de sentir que c'est la bonne histoire pour la bonne personne. Ça, c'est possible. Ou de sentir que ce film-là, il a sa place au cinéma. Moi, c'est ça auquel je crois. C'est-à-dire que parfois, je produis un film, je me dis, putain, il a sa place au cinéma. Bah ouais. On va dire aux gens, venez en salle voir ça. Par contre, il va falloir les convaincre, les faire venir, c'est du travail, c'est trouver les bonnes personnes pour qu'ils viennent, eux, tu vois. Et parfois, tu peux te dire aussi que cette histoire, elle est chambée, elle va être démente, mais elle est faite pour la plateforme. Tu vois, ou pour être une série. Parce que moi, j'ai fait Lupin, par exemple, et quand j'ai fait Lupin... Bon là j'écrivais pas Lupin. Hein, t'as réalisé des épisodes. Ouais. J'ai réalisé 5 épisodes et en fait et c'était très 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 drôle de faire ça et c'était un exercice dément mais on se rendait pas du tout compte du succès qu'on allait faire. Enfin, on se disait bon on fait ça parce que moi quand j'y suis allé c'était pas sorti encore. Ah ouais. En fait pendant que je tournais c'est sorti. Pendant que je tournais les miens est sorti les tout premiers. Donc on a vécu le truc pendant, c'était drôle. Trop bien. Mais donc on n'a pas, enfin franchement, on se dit jamais que ça va être un succès, on cherche jamais un succès de manière. Oui. On a connu des films qui n'ont pas marché. Ça se voit, malheureusement, Miss n'a pas marché et j'en suis triste parce que j'adore ce film et que c'est un beau film et que c'était une belle histoire et que les gens n'ont pas compris peut-être au bon moment ce qu'on voulait dire. C'était un film que Ruben voulait vraiment faire sur l'identité, que les gens ont cru que c'était un trans de manière complètement stupide, alors que c'est tellement pas ça, parle pas de ça. C'est vraiment un film sur l'identité d'un homme qui se sent juste plus fort quand il est en femme. Et ça s'arrête là. Et c'était bien comme ça. Tu vois ? Bah ouais. Et c'était ça qui était élégant même sur le sujet. Et la place de la femme, c'était un vrai film sur la femme. Et Ruben, il a envie de parler de la femme et tout. Et donc c'était intéressant, tu vois. Et oui, il y a des moments où... Et ce film-là, à ce moment-là, n'est pas tombé au bon moment. Bon, on était en plein Covid. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a des sujets... Mais ce sujet-là, je pense que 3-4 ans après... Pour une société, en fait, les gens auraient dit « Ah bah ouais, trop bien, on va rigoler sur ce sujet-là. » Alors que nous, on trouvait ça intéressant, justement, que les gens qui sont pas du tout ouverts à cette idée aient envie de voir le film juste parce que c'est l'histoire d'un mec qui gagne Miss France. Parce que c'est des gens qui sont Miss France, tu vois. Ouais. Et justement, on va leur montrer que, regarde. Et les gens qui sont peut-être plus intello, ou qui vont voir un cinéma beaucoup plus d'auteurs, auraient aimé une histoire sur ce sujet-là, mais pas de quelqu'un qui va faire Miss France. Et nous, avec Ruben, ce qu'on aimait, c'était justement de mélanger. C'est-à-dire de dire, voilà, on va prendre un sujet qui est d'auteur, qui est un sujet de société important, et on va essayer de lui mettre un pitch de film populaire. Ouais, bah ouais, c'est ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on veut que les publics se rejoignent là-dedans. On n'a pas réussi, parce que malheureusement, le film est sorti en plein Covid, et que franchement, c'était dur pour Ruben de vivre ça en plein Covid, mais le film était à l'Alpe d'Huez, il y a eu une standing ovation de 25 minutes, tout le monde chialait et tout machin, parce que le film est vraiment très très réussi, et voilà. Et il se trouve qu'il est sorti au mauvais moment, on n'a pas eu de bol, c'est comme ça. Mais peut-être qu'aussi, le film, les gens n'étaient pas prêts à le voir à ce moment-là de la société. C'est possible. Okay. Tu vois, ça peut arriver. Peut-être que si tu sortais aujourd'hui, les gens seraient plus aptes à comprendre qu'on peut rire tranquille de ça, en se détente. On peut dire aux gens qui nous écoutent d'aller voir Grave, Miss. Allez voir Miss, c'est cool, c'est trop bien. Putain, j'adore ce podcast. Dernière question pour conclure quand même, parce qu'il faut conclure. À un moment, il faut quand même conclure, parce que là, on a fait une traversée donc des années 2010 jusqu'aux années 2024. On a fait 15 ans. Ça a commencé en 99. Hein. C'est vrai. Ton histoire. C'est vrai. Et même ça a commencé en 92. Tu es un peu le petit Steven Spielberg dans Mais un jour, le film de Steven Spielberg. Oui. Ouais, okay. Ah oui, c'est comme dans son film, tu veux dire. C'est ça. Ouais. Ouais, de ouf. C'est quoi c'est une vraie question, hein, c'est pas une question genre Zarma de podcasteuse, hein, mais
c'est quoi, après tout ce que t'as fait, là, tu vois, t'as fait plein de trucs et tout, c'est quoi ton rêve? Franchement, j'ai encore des films que je rêve de faire, que j'ai pas fait. J'ai encore des séries que je rêve de faire que j'ai pas fait. J'ai encore des projets de producteurs que j'ai pas fait, que je rêve de faire. Mais peut-être que le jour où... Alors déjà, le fait que j'alterne, c'est trop bien. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait... c'est le rêve, ça. Là, j'ai pas réalisé... j'ai réalisé Lupin. Donc en vrai, j'ai réalisé l'année dernière et l'année d'avant. Mais depuis Mon Inconnu, j'ai pas réalisé de film à moi, tu vois. C'était en 2019. 2019-2020. J'ai pas réalisé pour moi, on va dire. J'ai réalisé Lupin quand même. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de produire les autres. En fait, de m'occuper des autres. C'est-à-dire, en fait, d'arrêter d'être sur mes projets, me regarder, mes problèmes, mes questionnements, mes trucs, mes problèmes. Ça m'a fait du bien, là, de m'occuper des autres. En fait, d'accompagner Ruben, d'accompagner Daniel, d'accompagner, là, les prochains que j'accompagne sur une série qui va rentrer en tournage en début d'année. Ça me plaît énormément, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Ok. Ah ouais. Un niveau de... Non. Ouais. Ah bah oui, parce que producteur, c'est plus Non, cool je dis pas que producteur, c'est plus facile, mais pour moi, mettre de côté la réal 5 minutes et de produire, c'est beaucoup plus... C'est pas plus facile parce que c'est éreintant, que c'est dur, que il faut accompagner les problématiques des metteurs en scène, il faut essayer de les accompagner, de leur donner de la force, de dire mais regarde ce que tu comprends, ce que tu fais, tout ça. Mais c'est quand même moins toi qui es en première ligne, donc t'as plus de recul, c'est plus facile de lire un script et de dire bah c'est ça qui est pas bien, c'est sûr. Alors que quand tu l'écris toi, t'es dedans, tu te rends pas bien compte, tu sais plus trop si t'as du recul, tu vois. Là, j'ai coécrit et produit une rom-com pour Netflix, une grosse rom-com qui va être réalisée par une femme que j'ai coécrit, qui s'appelle French Lover avec Omar Sy et Sarah Giraudot. Ok. C'est qui la réal? C'est Nina Rive, qui est ma femme. C'est son premier film. Qui est réalisé par une femme. Oui, mais c'est avant tout réalisé par une femme, avant d'être ma femme. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le premier film donc qu'elle va faire, qui est en fin de post-prod, qui sort l'année prochaine sur Netflix, qui est une rom-com qu'on a coécrit ensemble, et qui est l'histoire d'une star de cinéma, Omar Sy, qui tombe amoureux d'une meuf super normale, et qui le remet droit dans ses bottes à chaque fois qu'elle le voit parce qu'elle s'en bat les couilles totales de qui il est. Et en gros, ça va changer tout le regard des gens autour d'eux. Donc c'est Notting Hill à l'envers, en gros. Ouais. Voilà. Mais très actuel. Ouais, produis-nous des femmes, là. Ouais. Bah oui. Bah là, dans la série que je fais, il y a une réal et un réal, ils sont deux, c'est un duo. Et là, ce film-là, c'est un gros film Netflix qui sort l'année prochaine avec Omar Sy, Sarah Giraudot, Alban Ivanov. Trop bien. Pascal Arbillot, je l'adore. Agnès Surstel. Ah ouais, je l'aime trop aussi. Xavier Lacaille, voilà, ouais, plein d'autres gens. Okay. Et le film est trop bien. Moi, je suis trop content du film. Et je suis à la bonne place pour dire que je suis content du film, puisque je l'ai pas réalisé. Donc en fait, tu vois, je peux me permettre de le dire. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc en fait, ça me fait du bien de produire les autres, de mettre mon cerveau au service des histoires des autres. Pour mieux revenir, pour mieux écrire maintenant mon histoire, tu vois. Pour mieux avoir envie de réécrire un truc à moi. Donc du coup, quel est ton rêve? J'en ai encore plein. De raconter des histoires qui me régalent, plus ouf, plus là où je suis pas allé encore, plutôt que de refaire les mêmes choses, ça c'est vrai. Mais avec toujours, j'espère, de l'humour et du cœur, et voilà. Mais par exemple, tu vois, on m'a proposé une série que j'ai envie de faire, que j'ai très envie de faire, que je ferai peut-être dans 1 an et demi, parce qu'il faut le faire à un moment où... il faut qu'il y ait des adolescents, enfin bref, et qui est pas du tout une comédie, pas du tout un film comme ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est justement pour ça que ça m'éclate énormément, qui est un peu d'anticipation, un peu la Stranger Things et tout, très kiffant. Ah génial. Ouais, qui est génial. Ouais. Trop bien. Qui est trop bien. Qui peut être une série démente. Ok. Donc tu vois, j'ai des rêves de cinéma qui sont pas ceux que j'ai fait. En fait, je crois que c'est un peu ça maintenant. C'est des cinémas que j'ai pas fait. Tu vois, j'ai écrit un film qui est un grand film d'aventure. Ah ouais. J'ai écrit une série d'espionnage. Ok. Au XVIIe siècle. J'ai écrit, voilà, là j'ai très envie de faire un film, enfin une série pardon, à la Stranger Things genre. Ok. Donc voilà, tu vois, en fait j'ai envie de m'aventurer dans des trucs que je connais pas.
Un peu comme quand j'ai fait Lupin, quelque part. Ou un peu comme quand j'ai fait Demain tout commence, parce que pour le coup, Ouais, mais c'est ça, de toute façon. Donc ça m'amuse beaucoup. C'est d'avoir des propositions ou toi-même d'avoir des idées de plus en plus grosses, et donc c'est toujours des premières fois, en fait. C'est pas vraiment plus gros, le problème. Tu vois, je serais capable de faire Tu vois, là, l'autre jour, j'avais envie d'adapter un film que j'adore en pièce de théâtre. Ok. Oui. Et je rêvais de l'adapter en pièce de théâtre. On va pas pouvoir le faire, donc c'est pas grave. Mais... tu vois, ça aurait juste été des acteurs dans une pièce au théâtre. Mais ça m'aurait excité de fou. Donc je pense que c'est vraiment les sujets qui continuent de nous exciter, quoi. Après, quand je considérais que j'aurais plus l'âge de raconter les histoires des gens, de mes contemporains, on va dire, peut-être que je sais pas, faudrait peut-être que je vieillisse avec les films, tu vois. C'est peut-être pas mal, ça. Bah franchement, Hugo, merci, hein. Non, je t'en prie, c'est toi. Là, c'était l'interview fleuve. Ouais, non, mais fais chier, j'ai trop parlé. Je t'en supplie, j'espère que tu vas couper. Ah non, mais franchement, tout est bien. Non, j'espère que tu vas couper. Parce que, en fait, moi qui... Faut couper, là. Il y a du déchet, les gars. Des créateurs et des créatrices. Là, putain, on est... Ouais, c'est charmé, quoi. Donc, Cimer. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.